Bonsoir. Alors je vous demanderai, pour ceux qui sont encore debout, de bien vouloir prendre place. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Pierre Nicolier, je suis président du PLR cantonal, du PLR Genève, et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir. Je vais commencer par les salutations protocolaires. Madame la conseillère d'État, Madame la conseillère nationale, Monsieur le conseiller national, chers élus cantonaux, chers élus municipaux et chers candidats aux élections municipales, bienvenue. Ce soir, nous avons la chance d'avoir Monsieur Jancovici qui est parmi nous pour nous parler d'énergie, d'urbanisme et un peu de mobilité vers la fin. Le PLR organise depuis 2 ans maintenant régulièrement des ateliers avec l'objectif d'amener de la réflexion. Et ça doit nous permettre d'avancer dans ces réflexions pour le canton, pour les communes, pour ceux qui sont élus au niveau communal. L'objectif de ce soir est un peu particulier par rapport aux autres séances et aux autres événements que nous avons organisés parce qu'il est ouvert, encore plus ouvert que d'habitude. Nous avons invité tous les membres de tous les partis sans discrimination. Donc c'était un grand honneur pour moi de recevoir M. Jancovici comme je l'ai mentionné. On va avoir une petite présentation et à la fin de cette présentation, une séance de questions-réponses. Pour faciliter ces questions-réponses, je vous invite à scanner les codes QR que vous pouvez trouver sur les chaises ou affichés sur les petites affiches, sur les petits panneaux, sur les petites affichettes. Et vous pouvez poser vos questions dans un formulaire et ça nous permet de directement les passer. Comme le temps de tous est précieux, ça évite de devoir prendre le temps de passer un micro dans la salle. Je vais passer maintenant la parole à Laurent Turner, qui est la personne chez nous qui a initié cette soirée. Et donc je le remercie infiniment. Et c'est lui qui va vous introduire la discussion et notre orateur de ce soir. Merci. Vous voulez venir ? Alors bonsoir à tous. Je vais vous présenter brièvement Monsieur Jancovici. Donc vous êtes ingénieur et conseiller diplômé de l'École polytechnique française, expert des questions énergétiques et climatiques. Vous êtes le fondateur du Shift Project, donc qui est une association qui regroupe des entreprises et qui agit en vue de proposer des solutions aux autorités politiques et puis aux entreprises en vue de permettre une transition énergétique. Vous êtes cofondateur aussi associé de Carbone 4, qui est indiqué ici, qui est un bureau d'ingénieurs qui œuvre à fournir des conseils aux entreprises et aux autorités politiques, je crois, plutôt entreprises qui souhaitent réduire leurs émissions de carbone. Et puis enfin, vous êtes le co-auteur de la bande dessinée Le Monde sans fin, qui est une bande dessinée qui s'adresse à tout public, y compris les enfants, si je ne me trompe pas, et qui aborde des thématiques qui seront présentées ce soir. Voilà, donc je vous remercie au nom des élus du canton de Genève et puis des élus municipaux de nous faire l'honneur de votre présence. Et puis je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonsoir, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à cette salle. Alors j'ai fait un petit caprice quand on m'a proposé une intervention. J'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas de presse et qu'il n'y ait même pas vos électrices et vos électeurs, parce qu'en France, quand vous savez, les personnes qui font profession d'être dans le monde politique ont un système à 2 modes. Il y a le mode où ils sont en interaction dans une salle, en privé, hors caméra, etc. Et là, les gens se comportent normalement. Et puis il y a le mode où ils sont en représentation devant la presse ou les électeurs, et alors là, paf, vous switchez sur un truc qui est totalement différent et les gens ne vous écoutent plus.
Voilà, donc j'ai pris l'option en espérant, alors on pourra discuter de tout, il n'y a aucun problème, voilà, mais je précise juste que c'est la raison pour laquelle il n'y a normalement pas de presse et pas de public extérieur ce soir. Je sais qu'une des actualités du moment à Genève concerne l'urbanisme et une autre concerne la mobilité. Alors ce que je vous propose, c'est de ne pas en parler pendant cette intervention liminaire, parce que je vais vous donner un cadre plus large de réflexion et vous expliquer qu'en fait, vos problèmes, c'est que vous êtes des gagnants de la mondialisation. Vous avez trop gagné dans la mondialisation. Donc c'est ça que je vais expliquer au début. Et c'est ça que maintenant, qui fait que vous avez trop d'argent, d'accord ? Ça intéresse trop de monde sur un État qui n'a pas augmenté de surface. Et donc maintenant, vous avez des problèmes de pression foncière et des problèmes de gens qui ont des moyens pour se déplacer en bagnole. Si les gens avaient moins d'argent, vous auriez moins de problèmes. Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi vous avez beaucoup d'argent. Au début, je vais vous expliquer pourquoi vous avez beaucoup d'argent et pourquoi, en fait, le fait que vous ayez beaucoup d'argent dans cet état doit énormément aux combustibles fossiles. Voilà. Ça n'aura pas grand-chose à voir, ce que je vais vous raconter, avec le tract antinucléaire qui vous a été distribué à l'entrée. Du reste, je pense qu'à part en parlant maintenant, je n'avais pas l'intention de prononcer le mot nucléaire, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, vous allez le voir, de ce soir. Alors, dans les débats énergétiques, vous savez qu'aujourd'hui, une des questions qui agitent les gens, c'est de savoir si on va pouvoir aller vers un monde 100% renouvelable. Alors, je commence souvent mes interventions par cette gravure qui vous montre que la réponse est assurément oui. Il n'y a pas la moindre hésitation sur le fait qu'on puisse avoir un monde 100% renouvelable, puisque c'est le monde dans lequel notre espèce a vécu depuis son apparition, il y a 100 000 ans, on discute, 150 000 ans, etc., jusqu'à il y a quelques siècles. Toute notre espèce a vécu et survécu, puisqu'on est dans cette salle. L'espèce a passé sans aucun problème cette barrière temporelle, avec uniquement des énergies renouvelables. Alors vous voyez que dans ce monde-là, il n'y a pas trop de problème de circulation en voiture qui fait des embouteillages, le problème n'existe pas, et les problèmes de pression foncière restent limités. Il n'y a pas de problème de nuisance aéroportuaire. Il n'y a pas non plus beaucoup de négociants en matière première. Il n'y a pas beaucoup d'institutions internationales. Il n'y a pas beaucoup de tourisme. Il y a tout un tas de trucs qui n'existent pas non plus. Mais ce monde 100% renouvelable est le monde, encore une fois, dans lequel notre espèce a vécu et survécu pendant de très nombreux siècles. Et puis, il y a un moment où l'approvisionnement énergétique mondial s'est mis à totalement changer de nature. Ici, vous avez un graphique qui vous représente l'approvisionnement énergétique mondial depuis 1 siècle et demi. Alors, c'est des statistiques reconstituées avec... voilà, c'est des choses qui se trouvent. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a 1 siècle et demi, donc là, en l'occurrence, en 1860, la quasi-totalité de l'approvisionnement énergétique dans le monde, c'était du bois. Donc, les gens utilisaient du bois. Alors, dans cette comptabilité, vous n'avez pas les moulins à vent, vous n'avez pas les moulins à eau, qui devaient aussi compter de façon significative, mais donc c'était essentiellement des énergies renouvelables, donc du bois. Et puis vous voyez, avec le temps, on se met à utiliser de plus en plus de charbon, de plus en plus de pétrole, de plus en plus de gaz. En fait, ce que vous voyez, c'est qu'on se met à utiliser de plus en plus de tout. Et sur le dernier siècle et demi, une première chose qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique au sens où une énergie en aurait remplacé une autre. Ça n'est jamais arrivé. Ce qui s'est passé sur le dernier siècle et demi, c'est que toutes les énergies ont cru, les unes sur les autres. Et en fait, ce qui se passe depuis 20 ans avec les énergies renouvelables dans le monde, c'est pareil. Elles ont cru sur le reste qui a continué à croître. Il n'y a pas eu de substitution à large échelle d'une énergie par une autre à l'échelle mondiale. Voilà, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas besoin de vous rappeler dans le métier que vous faites, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre la pagination dans le journal et l'importance réelle dans le monde. C'est deux processus qui sont distincts. Par exemple, il est très important de respirer. Si vous arrêtez de respirer, vous mourrez. Et le journal n'est pas couvert tous les jours d'une grande rubrique vous expliquant qu'il est important de respirer. On ne parle pas de la respiration dans le journal tous les jours, on ne vous en parle même quasiment jamais. Pourtant, si vous arrêtez de respirer, vous mourrez. Donc, ce que traite le journal, c'est de la nouveauté ou de l'anecdote, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est important. Et en matière énergétique, c'est pareil. La pagination dans le journal n'a pas de lien avec l'importance réelle de ce qui se passe dans le monde. Les deux processus sont distincts. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, 80% de l'approvisionnement énergétique est fossile. Et vous allez voir les effets que ça a eu, cet approvisionnement énergétique fossile. Et il se trouve que, pas très loin après l'année de ma naissance, c'était déjà 80% d'énergie fossile dans l'approvisionnement mondial. Donc ça fait plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle, que l'approvisionnement mondial énergétique est fossile à 80%. Et ni l'essor du nucléaire, là où il a eu lieu, ni l'essor des nouvelles énergies renouvelables ces dernières années n'ont significativement changé ce pourcentage.
Parce que sur les 20 dernières années, OK, le solaire et l'éolien se sont développés, mais la consommation de charbon en Chine a doublé sur les 20 dernières années. D'accord ? Donc en proportion, ça n'a pas changé grand-chose. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'on pourrait se dire, si les énergies renouvelables c'est merveilleux, pourquoi est-ce que nos ancêtres ont été suffisamment idiots pour s'en passer ? C'est quand même une question qu'il est intéressant de se poser. Alors on a fait ça pour 3 raisons. La première, c'est qu'on est paresseux. Nous sommes tous paresseux parce que nous sommes des animaux. Voilà, on s'en rend du reste particulièrement compte dans certains contextes. Nous sommes des animaux. Tous les animaux, tout le règne animal partagent une caractéristique, c'est que nous avons tendance à essayer d'en obtenir le plus possible en se fatiguant le moins possible. D'accord ? C'est ça, tous les animaux sont biologiquement câblés pour se comporter comme ça, les hommes et les femmes y compris. D'accord ? Donc on est paresseux. Et vous allez voir que de recourir aux combustibles fossiles, ça a permis de cocher merveilleusement cette case, d'en avoir le plus possible en se fatiguant le moins possible. D'accord ? Voilà. Mais ça, c'est biologique. La deuxième caractéristique qu'on a, c'est que nous avons tendance à, en particulièrement aux moyennes latitudes, donc ça c'est caractéristique des civilisations des moyennes latitudes, donc on va dire tout ce qui l'Europe dedans, c'est que vous avez un cycle des saisons et vous avez une saison hivernale pendant laquelle il ne pousse rien. Et donc on a développé l'habitude dans nos civilisations des moyennes latitudes d'accumuler en se disant on ne sait jamais, des fois qu'il n'y a plus de fruits sur les arbres et qu'il ne pousse plus rien, c'est quand même bien. Alors évidemment, on a toujours des vaches l'hiver à l'étable, mais enfin, il faut quand même qu'elles mangent. Donc on a pris l'habitude d'accumuler. Et depuis, nous avons créé des civilisations des moyennes latitudes dans lesquelles l'accumulation est devenue une vertu. Et du reste, vous connaissez tous cette fable de la cigale et de la fourmi, où l'insecte qui a le beau rôle, c'est l'insecte qui a accumulé. La cigale qui danse sous l'été, etc., on lui dit « non, c'est pas terrible ce que tu as fait ». Et vous remarquerez que les civilisations qui se sont développées dans des zones dans lesquelles il y a à manger à l'extérieur toute l'année ont beaucoup moins historiquement développé cette tendance à l'accumulation que nous connaissons aux moyennes latitudes. D'accord ? On est paresseux et accumulatif. Donc en gros, on n'en a jamais assez. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les négociations salariales, c'est quel que soit le montant que vous gagnez, de toute façon, vous voulez 10% de supplémentaire. D'accord ? C'est parce qu'on est paresseux et accumulatif. Et la troisième caractéristique qu'on a, et là aussi les combustibles fossiles ont merveilleusement servi cette caractéristique, c'est que nous sommes des animaux sociaux. On vit en groupe. D'accord ? Et dans les animaux qui vivent en groupe, le niveau hiérarchique que vous avez dans le groupe est quelque chose qui est très important. Alors dans les communautés animales, c'est ça qui conditionne l'accès à la nourriture et au sexe, donc à la reproduction. Et dans les communautés humaines, c'est pareil, la Porsche, elle est considérée comme un mode d'accès. Non, pardon, j'ai rien dit. Dans les groupes sociaux, c'est exactement pareil. En fait, on est sensible aux signes de statut parce qu'on considère que c'est ça qui nous donne accès aux choses qui ont de l'importance. Donc on est très sensible à ça. Et pourquoi est-ce qu'on est passé des renouvelables aux combustibles fossiles ? Parce que, vous allez le voir, ça a permis de moins se fatiguer, ça a permis d'en avoir plus, et ça a permis d'entretenir ce jeu où on grimpe dans la hiérarchie, en particulier par rapport à la génération qui nous a précédés. C'est ça que ça a fait. Alors sur le premier plan, les combustibles fossiles nous ont permis de mettre en route une machinerie dans le monde totalement surpuissante par rapport à nos muscles. Et ça nous permet d'avoir énormément de choses en ne se fatiguant pas. Ça nous a permis d'avoir des moyens de transport qui permettent de transporter des centaines de kilos en ne se fatiguant pas. Il suffit d'appuyer sur une pédale d'accélérateur. On a eu des moyens de produire en ne se fatiguant pas, parce que la presse à emboutir, elle écrase quand même beaucoup plus fortement que le forgeron et en fatiguant beaucoup moins l'ouvrier qui appuie sur la commande numérique de la machine. Parce que la grue, qui monte les matériaux de construction, permet d'en monter beaucoup plus d'un coup en se fatiguant beaucoup moins que quand c'est quelqu'un qui les monte sur son dos, etc., etc. Donc en fait, les combustibles fossiles, ils nous ont donné accès à une machinerie mondiale, les tracteurs, les trains, les tractopelles, les usines à purifier l'eau, enfin, prenez ce que vous voulez. Tout ça fonctionne directement ou indirectement à l'énergie fossile. Alors directement quand c'est des moteurs thermiques, indirectement quand c'est de l'électricité, puisqu'encore aujourd'hui dans le monde, 60% de l'électricité est faite avec du charbon et du gaz. D'accord ? Donc directement ou indirectement. Et là, vous avez un tout petit sous-ensemble des machines qui nous ont permis de nous rendre la vie beaucoup plus douce, y compris tout un tas de machines que vous avez chez vous, qui aujourd'hui lavent le linge en vous fatiguant beaucoup moins qu'à l'époque où il fallait aller au lavoir et le battre pendant 5 heures, qui cuisent vos aliments en ne vous fatiguant pas, qui les réfrigèrent, qui ramassent les miettes en vous fatiguant, etc. Enfin, tout un tas de machines qu'on a chez nous qui nous ont rendu la vie beaucoup plus douce. Et si vous regardez à l'échelle mondiale ce que représente la totalité des machines qui travaillent pour nous,
vous vous rendez compte qu'en fait, c'est comme si on avait démultiplié l'humanité par un facteur 200. C'est comme si on était 200 fois plus nombreux. Alors, il y a plusieurs manières de le dire, ça. La première, c'est de dire qu'à l'échelle mondiale, grâce à l'énergie abondante, donc essentiellement aux combustibles fossiles, on a créé un parc de machines qui, à tout instant, est puissant 200 fois comme nos muscles. 200 fois comme les muscles de l'humanité. Donc la production économique mondiale, aujourd'hui, elle est essentiellement assurée par des machines. Elle n'est pas assurée essentiellement par des gens. Et par exemple, les chaises sur lesquelles vous êtes assis ont été faites par des machines. Les vêtements que vous portez ont été faits par des machines. La nourriture que vous allez manger ce soir, sauf si vous êtes au régime en ce moment, a été produite par des machines, a été produite par des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des usines d'engrais, des camions qui l'ont transporté jusqu'au magasin, etc. Tout ça a été produit par des machines. Et toutes ces machines, encore une fois, dans le monde, elles travaillent comme si l'humanité faisait 1600 milliards d'individus. Alors là, on aurait un peu plus de problèmes de pression foncière à Genève si on était 1600 milliards sur Terre. Ces machines nous ont également, vous allez le voir, rendus immensément riches par rapport à ce qu'étaient les conditions de nos ancêtres. Alors, un symbole que j'utilise souvent, il est dans le monde sans fin un peu partout, pour incarner la puissance de ces machines qui nous rendent la vie si douce, c'est le costume d'Iron Man. Donc en fait, voilà, le costume d'Iron Man, c'est toutes ces machines. Il n'a pas la forme du costume d'Iron Man, mais il nous rend exactement les mêmes services. D'accord ? Il transporte, il vole, il transforme, il nous met à disposition, en gros, tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme effet, tout ça ? Et pourquoi est-ce que c'est pour ça qu'on a fait ça ? Ici, vous avez un premier graphique qui vous montre un effet absolument massif de ces combustibles fossiles. C'est l'augmentation de la productivité agricole dans les pays qui se sont industrialisés, enfin, ou qui ont eu accès à l'énergie. Vous avez ici la productivité agricole en France pour le blé. Donc, vous voyez, en 1850, si vous arrivez à lire ce graphique depuis le fond, on produisait un peu moins d'1 tonne de blé à l'hectare avec les méthodes utilisées à l'époque. Aujourd'hui, on est monté à 7. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il s'est passé qu'au moment de la révolution industrielle, les forges qui commencent à se développer permettent de faire de façon accélérée des socs de charrues, des colliers de traits, des roues cerclées pour les charrettes, etc. Tout un tas d'instruments qui vont permettre aux agriculteurs de travailler plus efficacement et d'augmenter les rendements. Et puis, après-guerre, en 1945, vous avez l'énergie fossile qui permet d'amener les tracteurs et la mécanisation dans les champs et de développer, à partir de la chimie organique, gaz et pétrole, les engrais, les phytosanitaires. Et là, vous avez les rendements qui avaient déjà doublé, plus que doublé avant-guerre, là, qui prennent encore un facteur 3 à 4 en l'espace de quelques décennies. Alors cet effet-là, dans les pays où il n'y a toujours pas de combustible fossile, il n'a jamais eu lieu. Vous voyez en bas, là, le rendement. Donc, premier effet des combustibles fossiles, les paysans produisent plus en se fatiguant moins. D'accord ? C'est quelque chose d'absolument majeur, et comme je vous dis, encore une fois, je ne sais pas qui dans la salle aurait très envie d'aller se courber toute la journée pour ramasser des patates à la main, mais même si la vie de conseiller n'est pas très drôle, et ramasser des patates à la main toute la journée, c'est parfois un peu moins rigolo encore. L'effet de cette productivité agricole a été une très importante augmentation de l'espérance de vie. Ici, vous avez, alors je suis désolé, il n'y a pas la Suisse, mais vous avez quand même l'Europe. Vous avez l'évolution de l'espérance de vie en Europe et dans d'autres depuis un peu plus de 2 siècles. Alors, il faut se souvenir qu'il y a un peu plus de 2 siècles, l'espérance de vie à la naissance en Europe était de l'ordre de 30 ans. Elle était du reste un peu inférieure dans les villes à ce qu'elle était dans les campagnes, pour une raison assez simple, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement antibiotique, il n'y avait pas de traitements médicaux pour les infections. Et dans les villes, où les gens étaient plus proches les uns des autres et où en plus tout le monde pissait et chiait dans le caniveau, eh bien, la propagation des miasmes allait beaucoup plus vite qu'à la campagne. Et donc, puis on mettait les cadavres un peu partout. Enfin, vous savez, c'était pas terrible la prophylaxie à l'époque. Et donc, la propagation des cochonneries allait beaucoup plus vite dans les villes que dans la campagne quand il y avait un problème. Donc, en fait, l'espérance de vie, en particulier la mortalité infantile, était plus élevée en ville. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est passé au-delà de 75 ans, puisque je parle couramment le suisse, dans tous ces pays. Et ça, c'est un effet direct
de l'abondance énergétique qui a permis notamment, encore une fois, d'augmenter la productivité agricole. Et ça n'est que loin derrière, vous voyez, qu'on voit l'effet de la médecine. C'est sur ces dernières décennies, là, les antibiotiques, c'est après-guerre, etc. Ça avait déjà considérablement augmenté avant à cause de ce que je viens d'évoquer. Et avec un deuxième effet dû à l'énergie abondante, qui est la prophylaxie, due à l'adduction d'eau potable et à l'évacuation des miasmes de toute nature. Voilà, ça c'est un deuxième effet qui a été très important. Comme on a mis des machines à la disposition de tout le monde, voilà, là je commence à rentrer dans les problèmes genevois, parce que vous êtes dans la partie rouge là, on a totalement déformé la structure de l'emploi. Ce qui s'est passé dans l'agriculture, c'est que vous avez en gros des surfaces à cultiver qui sont données une fois pour toutes. Si je prends l'exemple de la Suisse, vous n'allez pas vous amuser à cultiver les pentes du Cervin, pas facile à cultiver. Vous avez la plaine, là, dans laquelle vous pouvez mettre des champs, et puis c'est à peu près tout, quoi. Ailleurs, vous pouvez mettre des vaches, bon, c'est de l'agriculture aussi, pas à n'importe quelle altitude, et pas toute l'année, et voilà. Donc, une fois que vous avez la superficie d'un pays, bah, vous avez en gros les terres cultivables. Alors, vous pouvez faire varier ça un peu dans certains pays avec la déforestation, mais en gros, vous avez les terres cultivables. Et si vous avez de la productivité qui arrive parce que les machines permettent d'avoir moins d'agriculteurs tout en produisant plus, eh bien vous avez besoin de moins en moins de monde dans l'agriculture. Donc dès que vous avez de l'énergie abondante qui arrive quelque part, la part de l'agriculture dans l'emploi baisse. C'est systématique, ça arrive partout. Deuxième chose qui se passe, grâce à l'énergie et aux machines, vous avez besoin de personnes dans l'industrie. Parce que l'industrie, c'est quoi? C'est le pilotage des machines de production. C'est ça l'industrie. Donc dans l'industrie, vous avez en gros un emploi par machine à opérer. Alors au début de l'industrialisation, l'emploi dans le secteur industriel augmente, parce que vous avez de plus en plus de machines à opérer. Et puis au bout d'un moment, les machines, elles peuvent gagner en taille, mais pas en nombre, c'est la robotisation. Voire, vous avez un parc global de machines qui peut augmenter avec un nombre unitaire de machines qui baisse, parce que les machines sont devenues énormes. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans plein de pays. Vous avez une production industrielle qui a augmenté, alors même que les emplois industriels baissaient. Tout simplement parce qu'il y avait des machines de plus en plus grosses, de plus en plus de machines, qui faisaient les objets. Et là, on arrive dans le tertiaire. Vous voyez qu'au fil du temps, la part dans le tertiaire a augmenté. Et ça, c'est une évolution qu'on constate partout où l'énergie est devenue abondante. On a développé des emplois de bureau. Et plus il y a d'énergie, plus les emplois de bureau sont importants. Alors vous allez me dire, c'est complètement contre-intuitif. Un emploi de bureau, ça ne consomme pas d'énergie. J'ai besoin d'un bureau, d'une chaise, Internet, un ordinateur, c'est un peu machin, etc. En fait, c'est que l'effet est systémique. Parce que dans les services, en gros, le nombre d'emplois dépend des flux et des objets à gérer. Alors je vais vous prendre un exemple qui est l'industrie automobile. Si je prends l'industrie automobile, vous avez autant d'emplois pour fabriquer les automobiles que vous avez d'automobiles à fabriquer. Que vous avez de machines pour faire des automobiles. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Une fois que vous rentrez dans le secteur des services, vous avez autant d'emplois que d'automobiles qui se baladent. Parce que vous avez besoin de gens pour vendre les voitures, et ça dépend du nombre de voitures et pas du nombre de machines pour fabriquer les voitures. Vous avez besoin de gens pour les assurer, vous avez besoin de gens pour les financer, vous avez besoin de gens pour apprendre à conduire, vous avez besoin de gens pour empêcher les Suisses d'aller trop vite sur les autoroutes. Et tous ces gens-là, ils dépendent du nombre de voitures qui se baladent. Ils ne dépendent pas du nombre de machines pour produire les voitures. Donc vous voyez, dans le secteur des services, en fait, les services sont liés au nombre d'objets en circulation ou au flux à gérer. Et si je prends l'exemple des avocats, parce qu'il y en a dans cette salle, le nombre d'avocats dépend du nombre de contrats à gérer. D'accord ? Donc ça dépend d'un flux. Ça ne dépend pas d'un nombre de machines pour fabriquer le papier des contrats. Ça dépend du nombre de contrats à gérer. Et plus vous avez d'objets en circulation dans le monde, plus le monde devient compliqué et plus vous avez besoin de gens pour gérer cette complexité. Donc les avocats et les consultants, même combat, nous sommes des auxiliaires de la complexité du monde. Dans un monde avec très peu d'énergie, où le monde devient très simple, vous n'avez pas besoin de consultants et vous n'avez pas besoin d'avocats. Enfin, beaucoup moins, pas du tout dans les mêmes quantités qu'on a aujourd'hui. Alors vous allez me dire, en Suisse, les services, on ne peut pas les limiter à la maille suisse, et vous auriez tout à fait raison. Genève, par exemple, pour prendre cet exemple, comporte énormément de services, je vous en donnerai un exemple après, qui sont des services, en fait, qui sont au service du monde entier. La Suisse, par exemple, est une plaque tournante du commerce mondial. Vous devez avoir entre 20 et 25% du pétrole mondial qui est négocié en Suisse. En tout cas, la plus grosse société suisse par le chiffre d'affaires, une année sur deux, c'est Vitol.
Qui connaît Vitol dans la salle? Vous êtes plus nombreux que les Français. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros négociant mondial de produits pétroliers. Entre 8 et 9% du pétrole mondial passe voilà. Vous avez les 4 mousquetaires de la distribution de produits de commodités alimentaires, la ABCD. Alors je connais Cargill et Dreyfus, les deux autres, là je ne les connais jamais. C'est pareil. Vous avez Mercuria Trafigura, toujours pareil, dans le commerce. Vous avez Glencore, enfin bon, vous en avez plein. Tous ces gens-là, ils n'existeraient pas sans les engins de mine ailleurs, sans les industries à l'aval pour consommer les commodités, sans les champs qui sont bien physiques et sans les industries agroalimentaires. Ils n'existeraient pas, tous ces gens-là. Hein. Et donc la part de service que vous avez en Suisse, elle est au service, pardon pour la répétition, de ces flux physiques qui existent ailleurs. Hein. Donc vous êtes au service de la mondialisation, et comme la mondialisation a gagné plein d'argent, vous avez gagné plein d'argent. Alors j'en reviens à mes paysans, et donc vous avez des problèmes fonciers. Et donc j'en reviens à mes paysans. Vous voyez ici une courbe que je vous ai mise pour la Chine, où vous avez eu exactement la même évolution. Plus il y a eu d'énergie dans le pays, là en général c'est l'énergie par personne que j'ai mise, et moins vous avez de personnes qui travaillent dans l'agriculture en part de la population active. Voilà, je vous le mets pour la Chine parce que ça a été particulièrement spectaculaire sur les dernières décennies, parce que ça s'est produit sur les dernières décennies, mais j'aurais pu vous montrer cette courbe pour à peu près tous les pays dans le monde. Donc à cause de l'énergie fossile, voilà comment s'est développé l'emploi. On a fait une espèce de métropolis qui est pour partie chez vous et pour une large partie à l'extérieur de la Suisse. Pour une large partie, l'essentiel des machines qui assurent le train de vie des Suisses ne sont pas en Suisse. D'accord ? Parce que ce qui a fait vos vêtements, vos lunettes, vos voitures, une partie des matériaux de construction de vos Mayens, etc., tout ça, ce n'est pas en Suisse. Hein ? C'est à l'extérieur. Donc, vous avez toute cette machinerie mondiale qui produit des biens sur laquelle est assise une armée d'employés de bureau, située pour partie ici, qui gère tout le système et qui récupère une large partie de la valeur ajoutée. Voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, à cause des combustibles fossiles, s'est organisé le monde. Alors un autre exemple des combustibles fossiles, c'est par exemple tout l'argent offshore qui est géré en Suisse. Alors la part est un peu diminuée dans le total, mais comme le total mondial a beaucoup augmenté, je ne sais pas si en valeur absolue ça a beaucoup baissé, ça c'est pareil, ça fait beaucoup d'emplois de service ici, mais c'est de l'argent qui a été produit avec de l'industrie qui est hors de Suisse et des services profitant de l'industrie hors de Suisse qui sont aussi hors de Suisse. D'accord ? Tout ça, c'est de l'argent qui finit par arriver ici, mais qui découle de flux qui n'ont pas été créés ici, mais qui par contre sont dus, encore une fois, aux combustibles fossiles. Dans un monde sans combustible fossile, qui est celui que je vous ai présenté au tout début de cette intervention, les placements offshore en Suisse, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Et des négociants suisses de matières premières, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Autre effet de ces combustibles fossiles, ça a très fortement baissé le temps de travail, puisque les machines bossent à notre place, ben on travaille moins. Alors on travaille moins, du coup ça fait des semaines moins chargées, ça fait des congés payés, ça fait des études longues et ça fait des retraites. Voilà. Tout ça, c'est arrivé grâce aux combustibles fossiles, et ça durera aussi longtemps que l'énergie abondante. Voilà, malheureusement. Ça a fait l'augmentation du pouvoir d'achat, puisque pour avoir plus de possibilités d'acheter, il faut qu'on produise plus. Vous savez que en macroéconomie, la production et la consommation, c'est pareil. Donc pour pouvoir consommer plus, il faut produire plus. Et inversement, si on produit plus, on peut consommer plus. Alors on ne produit jamais assez parce qu'on ne consomme jamais assez, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est accumulatif et paresseux. Donc plus on en a, plus on en veut. Aujourd'hui, quand vous comparez le mode de vie d'une personne au salaire minimum, alors qui en Suisse est déjà assez élevé, mais d'une personne au salaire minimum avec ce qu'étaient les conditions de vie d'un paysan du Moyen-Âge, c'est juste hallucinant. Et pourtant, les gens se plaignent encore, tout le temps. Tout le temps. Il n'y en a jamais assez. D'accord ? Et il n'y en aura jamais assez. Donc, en fait, un des trucs qu'il faut se dire, c'est que les défis qui nous attendent, pour les relever, il va falloir qu'on contrarie cette tendance naturelle à l'accumulation perpétuelle. Ce qui ne va pas être simple. Hein. Ce qui va pas être simple. Mais il va falloir qu'on y arrive. Alors, je continue avec les bénéfices des combustibles fossiles. Ici, enfin les bénéfices ou les transformations. Ici, vous avez le tonnage de la marine marchande mondiale depuis un siècle. Alors, en pointillé en bas, là, vous avez le tonnage de la marine marchande à voile.
Alors, en 1900, on avait passé l'apogée, hein, le pic devait être en 1850. Mais à l'époque, en 1850, la marine marchande à voile devait être capable d'emporter, on va dire, entre 20 et 40 millions de tonneaux dans le monde. Aujourd'hui, on est à 2 milliards de tonneaux. D'accord ? Ce qui veut dire que les combustibles fossiles ont permis de multiplier la capacité de la marine marchande par 50 à 100. La mondialisation, c'est des bateaux et des camions. Il ne faut jamais oublier ça. D'accord ? Sans bateaux et sans camions, vous pouvez dire adieu à vos machines à laver, vous pouvez dire adieu à vos vêtements, vous pouvez dire adieu à vos lunettes, vous pouvez dire adieu à ce que vous mangez, vous pouvez dire adieu à peu près tous les objets que vous pouvez voir à l'intérieur de vos domiciles, etc. Vous pouvez dire adieu à tout ça, sans mondialisation. Les Français aussi, hein. Je ne suis pas en train de faire une charge anti-suisse, hein. Partout pareil. Hein. Et j'insiste, la mondialisation, physiquement, c'est des bateaux et des camions, essentiellement. C'est ça qui assure la vascularisation du système économique mondial. Alors vous allez me dire, il n'y a qu'à se démondialiser, même si on n'est pas dans votre parti politique. Alors ça ne serait pas si simple aujourd'hui, parce que l'accès aux ressources partout sur Terre a fait que les objets que nous fabriquons sont devenus considérablement plus complexes qu'avant, et il ne serait pas possible instantanément aujourd'hui de les refabriquer de manière simple. Prenons l'exemple d'un emballage, par exemple. Prenez une brique de lait. Dans l'ancien temps, le lait, c'était des récipients en aluminium ou en verre, qu'on lavait, etc. Aujourd'hui, la brique de lait que vous achetez à la Migros, eh bien, c'est un truc feuilleté, composite, etc., avec des composants qui viennent d'un peu partout, dont du pétrole. Et d'une manière générale, et si demain matin, on devait de nouveau distribuer le lait dans des bouteilles en verre, ça ne serait pas simple à organiser du jour au lendemain. Donc, on a totalement complexifié le monde grâce à cette mondialisation, et ça s'incarne ici dans le nombre d'éléments du tableau périodique des éléments. Là, vous savez, le tableau où il y a tout, le fer, le chrome, l'aluminium, le silicium, le bore, le manganèse, etc. Le nombre d'éléments qui étaient nécessaires pour fabriquer la totalité des objets qu'on pouvait trouver à une époque donnée. Alors, vous voyez, en 1800, je vais prendre 1800 parce que c'est le début de la révolution industrielle, eh bien, pour fabriquer la totalité des objets qu'on peut trouver dans le monde à ce moment-là, vous avez besoin de 9 éléments, d'accord, que je vais vous nommer. Vous avez déjà à l'époque le cobalt et le manganèse, vous avez le carbone, vous avez le calcium, vous avez le plomb, vous avez le zinc, vous avez le fer, le cuivre et l'étain. D'accord ? Et avec ça, l'industrie fabrique tout. Et bien évidemment, tout est recyclable. Parce que le fer, il n'est pas allié avec tout un tas de trucs. C'est du fer, quoi, bête et méchant. Donc avec du fer, vous refaites du fer, ce n'est pas un problème. Et puis vous voyez, en 2000, en gros, la totalité des éléments du tableau périodique sont utilisés pour faire tourner l'industrie. Et maintenant, c'est pire que ça, tous les éléments sont interdépendants les uns des autres. Et je vais vous donner un exemple que je trouve très rigolo. Qui, dans cette salle, sait ce que c'est que l'hélium ? L'hélium. Alors, vous le connaissez. Qui dans cette salle sait que ça sert à autre chose qu'à gonfler des ballons ? Alors, ça sert à gonfler des ballons, ok. Mais ça sert surtout, dans toute l'électronique, à fabriquer les objets, et les composants plus exactement, des objets de haute technologie. On s'en sert, parce que comme c'est un gaz rare qui ne s'associe à rien, on s'en sert pour purifier des surfaces qui ont besoin d'être très pures, et on s'en sert pour fabriquer les semi-conducteurs, les fibres optiques, etc. Donc en fait, tous les téléphones que vous avez sur vous, et tout le réseau de télécom qui permet à ces téléphones de fonctionner et de communiquer les uns avec les autres, à un moment ou à un autre, les composants qui le font fonctionner ont eu besoin d'hélium pour être fabriqués. Est-ce que vous savez où on trouve l'hélium ? Qui sait où on trouve l'hélium dans la salle ? Pardon ? Non, pas dans l'air. Dans les gisements de gaz, absolument. Parce que l'hélium, c'est les noyaux d'hélium, c'est 2 protons, 2 neutrons, c'est les particules alpha qui sont dégagées par la radioactivité naturelle de certaines roches dans le sous-sol. Et donc, quand cette radioactivité a lieu, les particules alpha s'en vont, deviennent des atomes d'hélium, migrent dans la couche, migrent dans le sous-sol et vont de temps en temps se concentrer dans des gisements de gaz. Et un des fournisseurs d'hélium dans le monde, par exemple, s'appelle Gazprom. Fin des énergies fossiles, fin de l'hélium. Parce qu'on ne va pas aller creuser dans les gisements de gaz juste pour sortir l'hélium et on remettre le gaz dans le gisement de gaz. D'accord ? Donc fin des smartphones. Ah,
Bon. Alors, c'est juste un exemple que je vous donne, que je trouve très rigolo. Par ailleurs, aujourd'hui, l'informatique est nécessaire pour faire fonctionner à peu près tout. C'est-à-dire, si demain matin, la totalité des ordinateurs mondiaux s'arrêtait, je peux vous dire que la place de Genève verrait le coup passer parce qu'il n'y aurait plus de banque. Il n'y aurait plus d'avocats non plus, du reste. Il n'y aurait plus rien, d'accord ? Il n'y aurait plus de banque, plus d'avocats, plus de communication, parce que toutes les communications aujourd'hui sont faites avec de l'électronique. Donc si demain, vous avez une suppression instantanée de la totalité des ordinateurs dans le monde, l'économie s'effondre. Pas un peu, beaucoup. Donc vous n'avez plus de problème de foncier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, votre foncier, la valeur de votre foncier dépend de l'hélium, souvenez-vous-en. Donc aujourd'hui, vous avez un système qui est devenu totalement interconnecté et dans lequel le détricoter pour le rendre résilient, durable, etc., est devenu extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et retenez bien, j'insiste là-dessus, le fait que l'économie genevoise est la partie émergée de cet iceberg, ou fait partie de la partie émergée de cet iceberg, qui est l'économie des services, qui profite de cette machinerie industrielle mondiale considérable et alimentée par les énergies fossiles. Donc l'avocat genevois, il est aussi sale que le mineur de charbon chinois. Aussi propre, mais aussi sale. D'accord ? Et le consultant parisien, pareil. Hein. D'accord ? On est interconnectés dans ce vaste système. Alors, ceci va avec cela quand on essaye d'avoir la traduction économique de ce que je viens de vous raconter. Ici, j'ai une courbe dans laquelle chaque point représente une année entre 1965 et 2023, en haut à droite. Donc les points rouges suivent l'ordre chronologique. Hein, vous partez en bas à gauche, 65, puis pof, vous montez 2023. Et pour chaque année, vous avez sur l'axe horizontal représenté la quantité totale d'énergie qui est utilisée dans le monde, et sur l'axe vertical, le PIB mondial. Et ce que vous voyez, c'est que ces points, chronologiquement, décrivent une droite parfaite, quasi parfaite. Dit autrement, la taille de l'économie mondiale exprimée en argent est aussi grosse que la quantité d'énergie, c'est-à-dire la quantité de machines qui fonctionnent dans le monde. C'est ça que dit ce graphique. Dit autrement, ce que vous dit ce graphique, c'est que l'économie mondiale est aussi grosse que la quantité d'énergie qu'on utilise. Poursuivons le raisonnement. Si demain matin, la quantité d'énergie qu'on utilise est beaucoup plus faible parce que les énergies décarbonées ne peuvent pas substituer la totalité des énergies fossiles, eh bien l'économie mondiale se contractera. Qu'est-ce qui reste de la pression foncière genevoise dans un monde dans lequel l'évolution normale, c'est que l'économie mondiale se contracte? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, l'économie mondiale s'est dilatée, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Ça durera aussi longtemps que les flux physiques qui lui permettent de se dilater seront là. Puis s'ils ne sont plus là, ils ne sont plus là. Voilà, donc en gros, retenez ça, la taille de l'économie mondiale, c'est la taille du parc de machines en service. Les gens ne sont là que pour donner des ordres aux machines. En gros, hein, de façon systémique à l'échelle mondiale. Et comme cette énergie mondiale est très fortement carbonée, eh bien, la taille de l'économie mondiale, c'est presque une fonction proportionnelle de nos émissions de CO2. Presque. Et là, vous comprenez pourquoi lutter contre le changement climatique de façon sérieuse, j'insiste, de façon sérieuse, c'est très, très difficile. Ça revient en gros à accepter une contraction délibérée du système alors que nous sommes accumulatifs et paresseux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, la seule manière d'y arriver, à mon sens, je vais finir ça sur quelques considérations, mais la seule manière d'y arriver, c'est de jouer sur le troisième élément que j'ai présenté tout à l'heure, le fait que nous sommes des animaux sociaux et que nous sommes sensibles à la reconnaissance du groupe et à nos signaux d'appartenance au groupe. Et la seule manière d'y arriver, c'est de jouer sur cette troisième caractéristique et de faire en sorte que les codes sociaux et les normes morales, pour appeler un chat, fassent que d'œuvrer dans la bonne direction pour ce problème devienne un élément de statut plus apprécié que le fait de contribuer au problème. Dit autrement, le jour où à côté de la machine à café, on admirera plus les mollets du cycliste que la taille de la voiture de l'automobiliste, on avancera dans la bonne direction. D'accord ? C'est ça que ça dit, en gros. Hein. Alors là, je vous donne un exemple dans un domaine, mais c'est à répéter dans tous les domaines. Donc, ce que nous ont amené les combustibles fossiles, c'est résumé dans ce petit graphique, qui par ailleurs sont gratuits, je vais y revenir juste après. C'est que, comme ils brûlent,
ils permettent de mettre en mouvement une machinerie qui nous a permis de transformer tout ce qui nous tombait sous la main pour faire le milliard d'objets que vous avez aujourd'hui disponibles à la consommation finale. Car aujourd'hui, pour la consommation finale, c'est-à-dire ce que vous et moi, on peut acheter sur des sites en ligne, dans des magasins, etc., on a le choix entre 1 milliard d'objets. 1 milliard. Alors là-dedans, je confesse avoir mis les différents coloris d'un même vêtement, etc. Mais 1 milliard d'objets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1 milliard d'objets qu'on peut acheter. Et ça nous a donné la structure sociale qu'on connaît, c'est-à-dire l'emploi dans le tertiaire, les congés payés, etc. Ça nous a également donné aussi, un truc que je n'ai pas mentionné parce que je suis allé vite, l'égalisation des conditions entre hommes et femmes. Parce qu'avec l'énergie abondante, une partie des tâches domestiques sont devenues beaucoup moins consommatrices de temps. Donc sans épiloguer sur le fait que c'était une bonne ou une mauvaise idée de les avoir historiquement confiées aux femmes, le fait est qu'elles les faisaient. Et que de mettre en route, même si aujourd'hui c'est toujours elle qui lave le linge, appuyer sur un bouton de machine à laver, ça prend quand même moins de temps que d'aller 5 heures au lavoir. Donc il y a eu, et puis les couches pour bébés jetables, ça, etc. Les combustibles fossiles ont amené une baisse de la mortalité infantile, et ça c'est un facteur majeur, massif d'égalisation des conditions entre hommes et femmes. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un enfant sur 2 qu'on fabrique en étant enceinte, puis allaitant. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont quand même un peu mobilisants pour un enfant qui finira par mourir assez vite, etc., etc. Donc, enfin, ça a été absolument massif, cette histoire des combustibles fossiles sur l'égalisation des hommes et des femmes. Plein d'autres trucs, hein. Là, encore une fois, la mondialisation, l'urbanisation, l'étalement des banlieues, parce que tout le monde ayant une voiture, on peut prendre ses aises et avoir de l'espace, etc. Enfin, bon, bref. Tout ça, ça a été amené par les combustibles fossiles, qui sont gratuits. Alors j'insiste sur le fait qu'ils sont gratuits, parce que dans la convention économique que nous manipulons tous les jours, toutes les ressources naturelles sont gratuites. Vous n'avez pas une comptabilité d'entreprise dans laquelle vous ayez le fait qu'il y ait de l'oxygène dans l'air. Pas une. Sauf que si je retire l'oxygène de l'atmosphère, il n'y a plus une seule entreprise parce que tout le monde est mort. Donc en fait, toutes les ressources naturelles ne sont jamais dans la comptabilité qu'on manipule. Donc quand vous votez un budget, dans le canton, en fait, vous votez quelque chose qui ne tient pas compte de l'existence des ressources naturelles qui nous sont indispensables. Ça ne peut pas, par nature, en tenir compte. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Dans la convention économique, toutes les ressources naturelles valent 0. Si je prends l'exemple du pétrole, le prix qu'on paye à la pompe, ça n'est pas le pétrole. C'est tous les salaires et les rentes des gens qui ont été chercher le pétrole, qui l'ont fait sortir de terre, qui l'ont transporté, qui l'ont raffiné, etc. Ça n'est que des êtres humains qu'on paye. On ne paye pas la nature. La nature ne nous a jamais envoyé de facture parce que le pétrole existait. Jamais. Et elle ne nous a pas plus envoyé de facture parce qu'existait le minerai de cuivre, le minerai de fer, l'or, l'argent, le titane, l'étain et le zinc. Tout ça est gratuit par convention dans la convention économique. Ce qui veut dire que les difficultés d'approvisionnement futures qu'on pourrait avoir, on ne peut pas les voir dans les prix d'aujourd'hui. Les prix d'aujourd'hui ne vous disent rien, je dis bien rien, sur la difficulté qu'on pourrait avoir demain à s'en procurer. Ça ne dit rien là-dessus. C'est 2 trucs indépendants. Il n'empêche quand même que le seul indicateur agrégé qu'on manipule toute la journée en pensant qu'il représente la totalité des problèmes qu'on a à régler, c'est l'argent. J'ai appris tout à l'heure du reste que traficoter l'argent dans ce pays, c'était plus grave que de tuer quelqu'un, puisqu'apparemment le niveau de juridiction devant lequel on va quand on fait ça est plus élevé. Donc le seul indicateur qu'on manipule toute la journée, c'est l'argent, alors que c'est un indicateur agrégé. Alors on le trouve commode parce qu'on peut l'appliquer à n'importe quoi, des chaises, des vêtements, une orange, un ordinateur, etc. Mais en fait, ça ne représente que des revenus humains. D'accord ? C'est juste ça que ça représente. Alors dans cette histoire, même si encore une fois, la pression foncière est une affaire de sol, c'est pas une affaire de climat, c'est pas une affaire de voilà. On a un certain nombre de limites qui peuvent venir s'appliquer au système. Alors pour la pression foncière à Genève, ça va être des mètres carrés. Là, je vais vous parler très rapidement de 2 limites, et du reste pour la circulation des voitures, c'est aussi un problème de mètres carrés. Si vous avez, en congestion. Si vous prenez le problème à plus large échelle, là je vais vous parler très rapidement de 2 limites qui sont le changement climatique et l'approvisionnement en combustibles fossiles, très rapidement. Alors je vais commencer par vous parler du changement climatique en commençant par cette petite courbe. Vous avez sur Terre ce qu'on appelle une température moyenne. Alors la température moyenne, c'est, comme son nom l'indique, la moyenne de la température que vous avez en tout endroit de la planète
et moyennée sur une année. D'accord ? Donc quand on parle de la moyenne planétaire, c'est la température moyenne sur une année de toutes les températures qu'on peut mesurer partout sur le globe. Et on fait ça aujourd'hui avec des satellites, parce qu'évidemment, les gens ne se trimballent pas avec des thermomètres partout, surtout qu'au milieu de l'océan, qui couvre 70% de la surface, ça serait assez compliqué de balader des gens avec des thermomètres. D'accord ? Donc en fait, on fait des relevés par satellite de la température au sol, ça c'est facile à faire, et on en fait la moyenne. Et pour les périodes anciennes, on reconstitue cette moyenne avec tout un tas de techniques d'analyse, dont je vous passe le détail maintenant, je pourrais y répondre s'il y a des questions. Et quand on fait ça, on se rend compte que sur les 10 000 années qui se sont écoulées avant le début de l'ère industrielle, la température moyenne de la planète, ce que vous voyez sur ce trait bleu là, n'a pas varié de plus d'une fraction de degré. Donc sur les 10 000 dernières années, la température moyenne de la planète est restée très stable, et c'est grâce à ça que nous avons des problèmes de pression foncière à Genève, et des consultants inutiles pour parler du changement climatique, parce que cette remarquable stabilité du système climatique sur les 10 000 dernières années a permis à notre espèce de se sédentariser en développant l'agriculture. Il aurait été inconcevable de développer l'agriculture dans un climat qui changeait tout le temps. Parce qu'il y a 10 000 ans, notre espèce n'avait pas des moyens de réponse à des variations climatiques importantes qui étaient significatifs. Donc on commençait à adapter des espèces cultivables. Après, 2 siècles après, le climat change, vos espèces cultivables meurent, vous ne pouvez pas rester au même endroit. D'accord ? Donc en fait, la sédentarisation de l'espèce n'a été possible précisément qu'à cause de ça, à cause de la remarquable stabilité du climat sur les 10 000 dernières années, et nous en sommes aujourd'hui les très lointains descendants. Donc nous sommes tous les héritiers et les héritières de ces 10 000 ans de stabilité climatique. Si je remonte plus loin dans le temps, il y a eu ce qu'on a appelé la déglaciation. C'est-à-dire qu'avant, la planète était plongée dans ce qu'on appelait une ère glaciaire. Il faisait significativement plus froid, alors en particulier aux moyennes latitudes et aux pôles. Aux tropiques, c'était pas beaucoup moins froid, enfin beaucoup plus froid, pardon. Mais à l'époque de la dernière ère glaciaire, vous avez ici ce qui ressemble au paysage de la France. Et le paysage de la Suisse, il était essentiellement glaciaire. L'essentiel de la Suisse était sous la glace à cette époque-là. D'accord ? Donc il n'y avait pas de problème de pression foncière à Genève. Genève était sous la glace. Et il n'y avait pas d'Erasmus en Suède pour les étudiants à l'UNIL ou à l'UNIGE, parce qu'il n'y avait pas de Suède, ils étaient aussi sous la glace. Et en 10 000 ans, la déglaciation, qui a permis au paysage de la France, par exemple, de passer de ce que vous voyez sur cette image à ce qu'on peut constater aujourd'hui, encore, peu ou prou, eh bien, ça a été simplement une variation de 4 degrés de réchauffement en 10 000 ans. Donc une variation de 4 degrés de réchauffement en 10 000 ans, on sait ce que ça veut dire. La planète a fait l'expérience pour nous, d'accord, toute seule, comme une grande, sans qu'on intervienne. Et ça représente un changement absolument massif des écosystèmes en place. Absolument massif. Donc 4 degrés en un siècle, c'est évidemment beaucoup plus violent. Ici, vous avez l'augmentation de température déjà constatée au XXe siècle. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'elle est extrêmement brutale par rapport aux variations naturelles de température. Et là, vous avez ce qui pourrait se passer au cours du XXIe siècle avec l'économie. Alors j'ai mis qui va bien un certain temps, parce qu'effectivement, plus l'économie va bien, plus on crame de combustibles fossiles et plus on perturbe le climat. Mais ce jeu ne peut pas durer indéfiniment. D'abord parce que des combustibles fossiles à cramer, il n'y en a pas une quantité infinie. Et ensuite parce qu'à un moment, les rétroactions du système climatique sur l'humanité vont devenir tellement importantes que ça va désorganiser le système et effondrer l'économie aussi. Je vais vous donner 2 exemples que je trouve rigolos. Le canal de Panama a été obligé de diminuer ses éclusages parce qu'il ne pleut plus assez au-dessus du lac Gatun qui fournit l'eau qui permet de faire fonctionner les écluses. Et donc, ils ont été obligés de diviser par 2 la fréquence du passage des bateaux. Et le canal de Panama, c'est 6 à 7% du commerce mondial. Donc voilà un exemple. Bon. Et là, pour le moment, on a juste pris 1,5 degré l'année dernière. En moyenne, sur les 5 dernières années, on est plutôt à 1,3. D'accord ? Bon. Et il faut bien comprendre que le temps que le monde, que la planète s'équilibre avec une nouvelle température, ce n'est pas instantané. L'équilibrage avec les nouvelles conditions, pour les écosystèmes, ça va prendre des décennies ou des siècles. Pour les glaciers, ça va prendre des siècles. Donc pour la montée du niveau de l'eau, ça va prendre des millénaires d'équilibrer le système avec les nouvelles conditions. D'accord ? Les conséquences ne sont pas du tout instantanées. Quand bien même l'élévation de température s'arrêterait au niveau actuel, 90% des glaciers suisses vont fondre quand même. De toute façon. Les Français aussi. Je ne suis pas en train de faire de l'ostracisme. Voilà. Donc, ce que vous voyez là,
c'est que vous avez, même si on les empaquette comme cristaux, là, on finit par fondre. Donc, ce que vous voyez là, ce qui va, à mon avis, poser une question intéressante au système hydroélectrique suisse, parce que je ne sais pas s'il y a eu des simulations qui ont été faites pour savoir comment il fonctionnera le jour où il n'y aura plus de glaciers. Voilà, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Donc, ce que vous voyez là, c'est que l'élévation de température est extrêmement brutale à l'échelle des temps géologiques. Et ce qu'on s'apprête à faire l'est encore plus, quoi qu'on s'apprête à faire à partir de maintenant. Alors, si on ne veut pas jouer à ce jeu-là, vous avez un ordre de grandeur de l'effort à faire, et vous allez voir que cet effort à faire résoudra peut-être le problème de la pression foncière à Genève à long terme. L'effort à faire, il découle d'une petite règle de 3, dans lequel je vais un peu traficoter les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, les émissions mondiales de gaz à effet de serre, je les ai appelées CO2, comme ça c'est simple. Et au début, je commence par dire qu'elles sont égales à elles-mêmes, ce sur quoi on devrait être d'accord. Les émissions mondiales sont égales aux émissions mondiales. Là, je pense que, malgré l'heure tardive, on sera tous d'accord. À droite, je vais les diviser et les multiplier par l'énergie qu'on utilise dans le monde. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je fais apparaître ici, là, un terme, si j'arrive à manipuler ce truc-là, qui est l'efficacité carbone de l'énergie. Dit autrement, c'est combien j'ai besoin de mettre de CO2 dans l'air pour avoir une unité d'énergie, c'est-à-dire une unité de transformation. Après, je vais multiplier et diviser par le PIB mondial, c'est-à-dire combien d'énergie j'ai besoin d'utiliser pour créer une unité de valeur ajoutée, un truc qui me soit utile. D'accord ? Et enfin, je multiplie et je divise par la population. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est que les émissions mondiales de CO2, là en l'occurrence je vais me limiter au gaz carbonique, sont le produit de 4 termes. Les 2 à droite, population et PIB par personne, sont des sujets démographiques et économiques. Les 2 à gauche sont des sujets d'ingénieurs. C'est l'intensité énergétique de l'économie, combien j'ai besoin d'avoir d'énergie pour fabriquer une petite cuillère ou un contrat d'assurance, et le contenu en gaz carbonique de l'énergie, c'est-à-dire combien j'ai besoin de mettre de CO2 dans l'atmosphère pour avoir une unité d'énergie. D'accord ? C'est deux trucs-là. Et si on veut limiter l'élévation de température à 2 degrés, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici à 2050, il faut diviser les émissions par 3. Alors pourquoi est-ce qu'il faut aller aussi vite? Tout simplement parce que le CO2 est un oxyde, dioxyde de carbone, et comme c'est un oxyde, c'est une molécule stable, et une fois dans l'air, il s'en va très mal. Donc si on ne veut pas que ça se réchauffe, il ne faut juste pas le mettre dans l'air. Parce qu'une fois qu'il y est, il y reste longtemps. D'accord ? C'est aussi bête que ça. Il n'y a pas de balayette à CO2 à l'intérieur de l'atmosphère, ça n'existe pas. Le CO2 est une molécule inaltérable tant qu'il est dans l'air. Pour qu'il s'évacue, il faut qu'il revienne au contact du sol. Tant qu'il est dans l'air, il n'est pas altérable. Alors, si je prends la population mondiale, on n'est pas du tout parti pour la diviser par 3 d'ici à 2050, même si les Suisses et les Français font peu d'enfants. Les Suisses encore moins que les Français, d'après ce que j'ai compris. En fait, si on prend la population mondiale, on est plutôt parti pour l'augmenter un peu d'ici à 2050. Et là-dedans, il y a tout un tas de gens qui disent moi, vivre comme les Suisses, j'aimerais bien, je trouverais ça plutôt sympa, d'avoir une voiture, un mayen, des vaches, etc. Je veux la même chose. Le PIB par personne, historiquement, il augmentait de l'ordre de 2% par an. Si je prolonge ça sur les 20 ans et quelques qui viennent, eh bien, ça me fait quasiment une multiplication par 2, fois 1,7. Donc là, vous voyez que si je compte juste sur les ingénieurs pour résoudre le problème, d'accord, parce que les 2 termes de gauche, c'est les termes des ingénieurs, si je compte juste sur les ingénieurs, ils doivent diviser les émissions par 3 en laissant la population et les économistes augmenter les 2 termes de droite, en gros, d'un facteur 2,5. D'accord ? Donc on commence par dire le PIB mondial va augmenter d'un facteur 2,5, parce que ça c'est bon pour l'économie, etc. Et divisez-moi les émissions par 3 dans ce contexte. Qui est prêt à parier ses économies dans la salle sur le fait qu'ils vont y arriver, les ingénieurs? Alors, ou vous n'êtes pas joueur, ou vous avez compris où je veux en venir. Si je commence par regarder l'intensité énergétique de l'économie, eh bien vous voyez, sur les 20 et quelques dernières années, on a gagné un peu moins de 1% par an. Donc on n'est pas du tout au niveau de la vitesse à laquelle il faut avancer. Et la question est de savoir si on pourra y arriver. Parce que vous avez des tas de processus physiques dans le monde où vous avez des limites. Par exemple, pour transformer de l'oxyde de fer, enfin du minerai de fer en acier, vous ne pouvez pas perpétuellement gagner de l'énergie.
sur ce que vous devez faire. Parce qu'il vous faut une certaine quantité de carbone pour enlever l'oxygène du minerai de fer, et vous ne pouvez pas descendre en dessous. Vous ne pouvez pas. De même que pour écraser un morceau d'acier ensuite dans un laminoir, vous avez besoin d'une quantité minimale d'énergie pour faire ça, et vous ne pouvez pas descendre en dessous. C'est mécanique. D'accord ? Donc, vous avez plein de processus dans le monde sur lesquels gagner en permanence de l'énergie, alors on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, hein, mais à un moment, il y a des limites. C'est ça que je veux dire. Et si je prends la décarbonation de l'énergie, je vous ai dit tout à l'heure, elle est quasi nulle sur les 20 dernières années. On a gagné 4%, pas par an, hein, au total, sur les 22 dernières années. Donc manifestement, ça ne va pas vite. Et vous voyez bien que là, on ne tiendra absolument pas le challenge. Alors, une autre possibilité, c'est je ne touche pas à la population, parce que je ne suis pas de la catégorie des gens qui disent on va quand même en zigouiller un certain nombre. Par contre, on se met dans un contexte dans lequel, c'est là que ça devient difficile, on dit à partir de maintenant, la règle du jeu, ce n'est pas qu'on accumule de plus en plus, c'est qu'on accumule de moins en moins. D'accord ? Donc on baisse les revenus, on accepte de baisser les revenus de 1% par an. Alors quand je parle des revenus, c'est au sens monétaire, mais en fait c'est surtout au sens physique. Ça veut dire que chaque année, on achète 1% de moins de machines à laver, de vêtements, de lunettes, etc. Ça fait durer un peu plus longtemps. Alors c'est 1% de moins si c'est chacun d'entre nous. Ça peut se gérer. Le problème, c'est que sa société est ainsi organisée qu'il y en a sur 100 personnes, il y en a 99 qui vont s'accrocher à leurs privilèges et une qui va tout perdre. C'est plutôt comme ça que ça se passe en général quand la population descend de 1%. Et là, évidemment, ça provoque du chaos. Donc, une des règles, si on veut que ça se passe bien, c'est que les riches devront prendre leur part, dont vous et moi faisons partie, des riches. Et ils devront même prendre plus que leur part. L'intensité énergétique de l'économie, on dit allez, on faisait 1% par an maintenant, on va un peu pousser les feux, on va faire moins 1,5%. Et sur la décarbonation de l'économie, la décarbonation de l'énergie, on pousse massivement les feux et on fait tout ce qu'on peut pour décarboner, y compris, alors je vais quand même le dire aux grandes dames des gens qui sont dehors, y compris du nucléaire. Mais il ne faut pas en attendre de miracle du nucléaire seul, hein, parce qu'aujourd'hui, alors en Europe, on a quand même largement perdu la main. C'était quand même beaucoup plus facile il y a 40 ou 50 ans. Et aujourd'hui, faire des centrales en 5 ans, comme font les Chinois, on ne sait pas faire. On pourrait demander aux Chinois. Eux, ils savent faire. Mais on fait moins 2% par an. Vous avez une petite idée de ce que ça représente ici, dans le monde. Ce n'est pas totalement inenvisageable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire tout le reste, hein, sinon ça ne marche pas. Si vous ne faites pas le reste, ça ne marche pas, j'insiste. Hein. Bon, ça, je vais passer parce que j'ai plus le temps. Alors maintenant, en ce qui concerne les Suisses, vous voyez, certes, il faut faire des efforts sur vos émissions domestiques, mais l'essentiel des émissions qui vous permettent de vivre comme aujourd'hui sont des émissions importées. Parce que vous n'avez pas de constructeurs automobiles en Suisse, vous n'avez pas un certain nombre, vous n'avez pas de filière de filière textile, d'accord, à part quelques vêtements techniques pour faire du sport. Et quelques fabricants, éventuellement un ou deux fabricants de chaussures de ski. Vous n'avez pas... il y a tout un tas de trucs que vous n'avez pas, comme les Français, hein, du reste, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et donc l'essentiel des émissions qui vous permettent de vivre comme aujourd'hui sont des émissions importées. Vous voyez ici... Et ramener à un Suisse, l'empreinte carbone, de mémoire, il me semble qu'on est entre 15 et 17 tonnes par personne et par an ici. Les Français sont à 10, hein. Mais vous êtes beaucoup plus riches. Comme vous êtes beaucoup plus riches, vous émettez beaucoup plus au titre de votre vie. Alors, ce n'est pas des émissions qui prennent place en Suisse, j'insiste, c'est des émissions qui prennent place ailleurs, mais quand vous êtes plus riche, vous achetez plus de trucs, prenez plus l'avion, etc. Et donc, vous avez une empreinte carbone supérieure. Voilà, donc, vous êtes écolo chez vous, mais globalement, ça se discute plus. Et je vais finir avec ça, qui est un autre sujet qui va vous intéresser aussi. Si on dit qu'au titre du changement climatique, on ne veut pas agir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les arbres vont quand même grimper jusqu'au ciel? La réponse est non. En fait, l'économie, elle est limitée par le premier de ces facteurs limitants. Historiquement, on a longtemps cru que c'était le travail et le capital humain, d'où les fonctions de production pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont fait de l'économie, où la production dépend du capital et du travail. Vous connaissez peut-être ces vieux trucs.
Mais en fait, ce que j'ai essayé de vous expliquer pendant ce bref exposé, c'est que le premier des facteurs limitants peut très bien être les ressources naturelles, qui ne sont ni le travail humain, ni le capital humain. Et à ce moment, vous avez quand même moins d'économies, sauf qu'on ne s'en rend pas compte, ou exactement, on ne le voit pas venir avec les indicateurs qu'on manipule. Et alors, dans les facteurs de production qui sont devenus essentiels dans le monde moderne, il y a notamment le pétrole, qui est la plus utilisée des énergies fossiles dans le monde. Ici, c'est un travail qu'on a fait au Shift Project, où on a eu accès à une base de données de l'ensemble des gisements dans le monde, et on a demandé à deux anciens cadres dirigeants de Total de la partie exploration-production, plus un ancien analyste de l'AIE, de nous faire un pronostic à partir de ces données sur la production qui allait à l'avenir être physiquement possible, indépendamment de tout problème de climat, pour les pays qui approvisionnent, les producteurs qui approvisionnent l'Union européenne. D'accord ? C'est ça la question qu'on a posée. Et la réponse, elle est là. Donc le trait vertical, c'est le jour où on a fait l'analyse. Et ils nous disent, d'ici à 2050, cette production devrait être divisée par 2. Là-dedans, vous avez les 16 premiers producteurs mondiaux, hors Brésil et Canada. Mais vous avez les États-Unis, vous avez tout le Moyen-Orient, etc. Vous avez la Russie, qui est tout en bas. Et ce que vous voyez, par exemple, c'est que d'ici à 2050, la Russie ne devrait plus produire grand-chose. Et ce n'est pas un problème de sanctions. C'est un problème de gisement qui s'épuise. C'est juste ça. Et du pétrole, vous n'en avez pas partout. Par exemple, dans les massifs granitiques, vous n'en avez pas. Enfin, je veux dire, il faut que ce soit sédimentaire pour que vous ayez du pétrole. Donc, métamorphique et volcanique, vous oubliez. Le graphique là vous dit la production va être divisée par 2. Et donc, les importations européennes vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Moi, je ne sais pas quelle est la part qu'ils vont continuer à exporter en Europe. J'en ai aucune idée. Mais ça ne sera sûrement pas autant qu'aujourd'hui, et ça ne sera sûrement pas en proportion la même part qu'aujourd'hui. Parce que quand la production baisse, ils gardent prioritairement la production pour leur population domestique. Si je prends l'exemple du Mexique, le Mexique a passé son pic de production en 2005. À l'époque, il exportait la moitié de sa production. Et en 2020, il n'exporte plus rien. Sa production a été divisée par 2 et il garde la totalité pour sa population. D'accord. Et dans pas longtemps, il va devenir importateur, si tant est qu'il reste des exportateurs. Mais voilà. Donc ce qui va se passer en Europe, c'est exactement la même chose. Et donc il va y avoir un phénomène de stress d'approvisionnement pétrolier en Europe de toute façon. En fait, il a déjà commencé depuis 2007 en Europe. Et c'est notamment à l'origine d'une partie des problèmes qu'on connaît. On ne comprend pas que c'est ça qui se passe dans le monde politique et dans le monde économique, mais en fait, c'est déjà ça qui est en train de se passer. Et pour le gaz, c'est pareil. Vous voyez, le pic de production mondiale, il se baladera quelque part entre 2030 et 2040. On a fait le même genre d'analyse avec des résultats qui ne sont pas très différents, tout simplement parce que le pétrole et le gaz ont été formés au même endroit et se trouvent dans des gisements qui sont proches les uns des autres. Donc quand vous explorez pour trouver du pétrole, vous explorez aussi pour trouver du gaz. Ça se trouve à peu près aux mêmes endroits. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Il faut retenir de tout ça qu'aujourd'hui, l'économie genevoise est une économie des gagnants de la mondialisation, où vous concentrez sur un territoire les richesses et le tertiaire qui sont permis par l'ensemble du tissu physique mondial produisant des biens et derrière ayant besoin de services, et que la raison pour laquelle vous avez des problèmes d'excès ici, c'est parce que le transfert, pour le moment, vous est extrêmement favorable. Voilà, c'est ça la raison première. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais je me suis permis d'insister un tout petit peu sur le phénomène sous-jacent. Voilà. L'Europe, d'une manière générale, jusqu'à une époque récente, était aussi une gagnante de la mondialisation. C'est pas un peu moins que vous, mais globalement également. Paris est une ville gagnante de la mondialisation, sans aucune hésitation. D'accord ? Donc, tous les problèmes qu'on a connus dans les grandes métropoles ces dernières décennies sont des problèmes de riches. C'est des problèmes de riches. Il y a trop de moyens matériels qui sont accessibles à trop de gens parce que le système a trop bien réussi. Voilà, c'est ça la raison. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et maintenant, si vous voulez qu'on discute de problèmes plus pratiques, ça sera avec plaisir. Et donc, j'ai compris qu'on pouvait passer aux questions. Oups. On a failli avoir une personne de moins, alors c'était peut-être positif, mais merci infiniment, c'est extrêmement intéressant. On a une série de questions.
Je vais peut-être commencer par une première et puis on va voir comment ça nous fait avancer dans nos réflexions. Il y a une question de savoir comment est-ce qu'on peut changer le système. Est-ce que selon vous, on peut répondre aux impératifs écologiques sans avoir une politique punitive, une politique restrictive? Alors c'est une question intéressante. Aujourd'hui, en fait, tout ça est une question de curseur. Parce qu'aujourd'hui, l'abondance qui nous a été amenée par les combustibles fossiles, pour autant, n'a pas créé un système dans lequel tout est permis. Par exemple, vous n'avez pas le droit de tuer votre voisin. Si moi, je vous ai beaucoup énervé ce soir, la loi ne vous autorise pas pour autant à m'oxyre à la sortie de la salle. Ce n'est pas permis. Alors même qu'on est dans une civilisation d'abondance. On est dans une civilisation d'abondance et vous êtes censé respecter la limitation à 120 sur les autoroutes. Donc, le fait que dans la vie en collectivité, il y ait des règles, c'est depuis aussi longtemps que nous vivons en collectivité et nous vivons en société. Ce qu'ont fait les combustibles fossiles, c'est qu'il y a certains domaines dans lesquels ils ont déplacé la règle et ils nous ont permis de gagner en liberté individuelle. D'accord ? C'est ça qui s'est passé. Alors, dans un monde dans lequel on doit s'adapter, où on doit désirer avoir moins de combustibles fossiles, effectivement, le curseur sur les libertés, dans certains domaines, change. Si vous considérez, par exemple, qu'il faut favoriser la circulation à vélo dans les villes ou en dehors des villes, vous prenez de l'espace pour les autres modes de circulation, fatalement. Donc, la liberté que vous donnez aux uns, vous l'enlevez aux autres. Alors, dans la lutte contre les combustibles fossiles, il faut accepter de s'enlever certaines libertés à court terme pour favoriser d'autres libertés qui sont plus collectives et à plus long terme, comme par exemple celle de conserver la paix, celle de conserver une société harmonieuse et qui vit à peu près en équilibre. Alors, c'est compliqué parce que c'est des trucs collectifs, alors que l'individuel, qu'on vous enlève tout de suite, vous comprenez beaucoup mieux ce que c'est. Mais c'est à peu près ça que ça veut dire. Et la paix et l'harmonie de la société, d'une certaine manière, le fait qu'on n'ait pas peur de son voisin en permanence, c'est quand même des choses qui sont importantes. Je ne sais pas qui dans cette salle aurait envie de vivre comme un caïd du narcotrafic, avec quelques milliards sur son compte en banque, mais être incapable de faire 3 pas dans la rue sans craindre pour sa vie. Moi, je ne suis pas candidat, personnellement. Je préfère avoir beaucoup moins d'argent sur mon compte en banque et être libre de me balader en me sentant en sécurité. Donc, vous avez... qu'est-ce que je veux dire ? Donc, c'est ce curseur-là qui va se déplacer. Et je ne vois pas pourquoi on dirait plus pour les combustibles fossiles qu'on va être punitif que pour le tabac où on a interdit de fumer dans les lieux publics. Oui, la restriction fait partie de la vie en collectivité. À la collectivité de décider à quoi cette restriction s'applique. Voilà. Je ne considère pas que ça change la nature du débat, qu'on s'intéresse au changement climatique. Il y a toujours eu un débat sur la restriction des libertés individuelles au profit de la cohésion globale. C'est un débat vieux comme le monde. Merci beaucoup. Je rebondis lorsque vous présentez les projections avec une réduction du PIB d'1%, sachant que cette réduction, en fait, elle est calculée globalement. Donc, oui, bien comme sûr. Vous le mentionnez, les pays riches devraient avoir une réduction qui est encore plus importante. Probablement même que certains pays auront une augmentation quand même. Comment est-ce qu'on peut imaginer cette réduction ou lorsque vous avez fait ces projections, comment est-ce que avez-vous imaginé cette réduction en lien avec les tensions sociales qu'elles peuvent créer? Alors, la tension sociale, elle arrive à partir du moment où l'espoir est déçu. Donc là, j'ai envie de dire, il y a une responsabilité du monde politique et de la société civile sous-jacente qui nourrit ce monde, d'essayer de créer des projets dans lesquels l'espoir ne soit pas déçu et où l'effort soit accepté. Ce qui n'est pas facile. J'ai parfaitement conscience du fait que ce n'est pas facile. Alors, c'est un exercice parfaitement théorique, ce que je vous ai présenté. Il n'y a pas de maître du monde. Donc, personne ne va dire le monde dans son ensemble va baisser de 1%. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et il n'y a aucune chance que ça arrive de façon ordonnée de cette manière. La probabilité est nulle. Mais je vous ai donné ça parce que ça fixe un cadre de pensée. Et ça vous montre en particulier que si on pense qu'un jour les émissions de CO2 doivent baisser de toute façon, parce qu'il n'y aura plus assez de combustibles fossiles, à ce moment-là, on devra gérer de façon involontaire cette contraction économique. D'accord ? Voilà. Et aujourd'hui, il y a déjà des pays qui sont passés, alors transitoirement ou de façon par cette étape-là. Si je prends l'Europe dans son ensemble, mon analyse, moi, aujourd'hui, c'est qu'elle est déjà entrée en récession depuis 15 ans. Alors, c'est une récession larvée, douce,
pas très méchantes. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'il y a deux indicateurs physiques de l'économie que moi je regarde depuis maintenant de nombreuses années et qui me paraissent être beaucoup plus parlants que le PIB. Vous savez qu'avant l'invention de la comptabilité nationale, parce que le PIB maintenant, c'est surtout après-guerre que le système s'est beaucoup développé, dans les années 1930, Roosevelt, il comptait les trains pour savoir son indicateur de bonne santé de l'économie ou de mauvaise santé, enfin d'état de l'économie, c'était le nombre de trains de marchandises qui se baladaient. Alors moi j'ai repris son idée et je compte la quantité de tonnes qu'on charge dans les camions chaque année en Europe. Parce qu'à peu près tout produit qui se balade passera par une caisse de camion à un moment ou à un autre, même s'il a fait un bout en train, même s'il a fait un bout en bateau. Et cet indicateur-là baisse depuis 2007. Et un deuxième indicateur que je regarde, alors vous allez me dire, si c'était vrai pour Genève, ça serait une bonne nouvelle, mais un deuxième indicateur que je regarde depuis 2007, enfin depuis longtemps, c'est la quantité de mètres carrés construits dans l'année en Europe. Et cet indicateur baisse aussi depuis 2007. Et très accessoirement, il y a un troisième indicateur qui baisse depuis 2007, c'est le nombre de journées skieurs dans les Alpes, voilà, françaises. Alors, pourquoi 2007 ? Il se trouve que 2007, par ailleurs, c'est l'année où l'Europe est passée par son maximum... Alors là, je parle de l'Union européenne. Mais si je rajoutais la Suisse, ça ne changerait pas cette statistique. Voilà. C'est l'année où l'Europe est passée par son maximum d'approvisionnement énergétique, de façon totalement subie. J'insiste, de façon totalement subie. Pourquoi ? Parce que les trois premiers termes de l'approvisionnement énergétique européen, encore aujourd'hui, c'est les combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz, 75%, 75%, pardon. Le charbon est en baisse depuis les années 1900. Alors, je ne sais jamais si chez vous on dit 80 ou 80. 80. 80, oui, vous n'êtes pas logique là-dessus, c'est pas grave. Ouais, si vous faites 10 km à l'est, ça sera 80. Ah, d'accord. Donc, depuis les années 80, le charbon baisse en Europe, tout simplement parce que l'Europe, ayant démarré sa révolution industrielle il y a 2 siècles, les mines s'épuisent. Et donc, il y a de moins en moins de charbon à sortir des mines, donc ça baisse. Parce qu'en 1980, il n'y a pas eu de rupture massive sur la politique climatique. Ce n'est pas ça qui a fait baisser la production de charbon des mines européennes. L'approvisionnement pétrolier de l'Europe est à la baisse depuis 2007, année où le monde a passé son pic de production sur le pétrole conventionnel, donc le pétrole hors pétrole de schiste américain et hors sable bitumineux canadien. Le maximum historique de production, c'était 2007. Et cette année-là, l'Europe passe par un déclin de son approvisionnement pétrolier. Et enfin, le gaz européen est passé par un pic d'approvisionnement en 2005, qui est l'année où la mer du Nord, qui à l'époque fournissait 55% du gaz européen, est passée par son pic. Donc, il y a 3 contraintes géologiques qui s'appliquent aujourd'hui aux 3 énergies fossiles qu'on utilise en Europe. Du coup, l'approvisionnement est en déclin subi depuis 2007 et l'économie réelle en Europe, en fait, elle est en contraction larvée depuis 2007. Et les quelques gagnants qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est les gagnants de la mondialisation, les Allemands qui ont exporté des voitures et des machines-outils, les Français qui exportent des sacs à main, voilà, et les Français, et les Suisses et les Anglais qui exportent de la finance ou qui font du négoce. Mais les gens qui ne sont pas des gagnants de la mondialisation ont vu globalement la situation plutôt se contracter. Et en fait, c'est de cette époque-là aussi qu'apparaît ce schisme croissant dans la population entre les gagnants de la mondialisation, donc les 4 supérieurs comme vous et moi, et les autres, dont les gens qui vont venir faire le ménage ici à 7h du matin, et qui, eux, sont plutôt du côté des perdants, et qui commencent à alimenter de façon croissante le vote des partis qui disent qu'il faut casser la baraque. Voilà. Et ce n'est pas un phénomène qui est propre ou à la France ou à la Suisse, ça se produit partout en Europe, et j'y vois que le déterminant structurel, il est sous-jacent, et il est cette contraction de l'économie physique et cette dichotomie croissante, ce schisme croissant qu'il y a entre les gagnants de la mondialisation qui continuent à bénéficier de la croissance qui existe ailleurs et les autres. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer, à mon sens, en Europe. Et je pense que cette situation-là est globalement plus dangereuse et plus désagréable qu'une situation dans laquelle on se dirait, bon, on se serre les coudes, si on achète 1% de vestes et de cravates et de machines à laver en moins par an, c'est pas très grave. Voilà. Ouais. Et je pense que égoïstement en Europe, on a déjà intérêt à s'en occuper, parce que de toute façon, nous, on est déjà dans la seringue. Alors j'insiste encore une fois, c'est l'Europe dans son ensemble, c'est pas l'économie genevoise en particulier. Merci, merci infiniment. J'ai une question qui va dans une autre direction, qui est l'intelligence artificielle, les ressources énergétiques nécessaires à la faire tourner. Quelle est votre vision de ces nouveaux outils ? Alors j'ai une vision technico-énergétique et j'ai une vision philosophique qui m'est propre.
donc je vais vous donner mon avis. Puisque j'ai le micro, je vais en profiter pour vous donner les deux. La vision énergétique, c'est que aujourd'hui, le système digital dans le monde, il représente déjà 4% de l'empreinte carbone mondiale. Alors là-dedans, c'est 2 et 2. C'est 2% pour fabriquer chaque année le renouvellement de ce genre de choses, de mon téléphone et du vôtre, des composants de réseau qui permettent d'augmenter, etc., et des satellites Starlink de notre ami Musk. Et vous avez 2%, donc ça c'est 2% pour la fabrication et le renouvellement de ces composants, et 2% pour l'électricité qui est nécessaire pour faire fonctionner le système. D'accord, c'est 2 et 2. Et au total, ça fait 4. C'est en croissance de 6 à 8% par an. C'est une croissance qui n'est évidemment pas indéfiniment soutenable. Et donc la bonne question, c'est est-ce que c'est utile de rajouter aujourd'hui des systèmes qui sont très voraces en énergie? Il faut savoir qu'une requête sur ChatGPT, ça consomme 10 à 15 fois plus d'énergie qu'une requête sur Google. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si ça concerne des gens dans cette salle, 13% des requêtes sur ChatGPT, aux dernières statistiques, c'était pour avoir une conversation érotique avec l'IA. Voilà. Je ne sais pas si la statistique est exacte. Ça peut inspirer quelqu'un. Voilà. Je ne sais pas si ça concerne beaucoup de gens dans la salle. Alors, donc, est-ce que l'IA est... Alors, question subsidiaire, est-ce que l'IA peut éventuellement nous aider à résoudre d'autres problèmes? Moi, ma réponse, c'est peut-être, mais sûrement pas des problèmes d'environnement, parce que ce n'est pas fait pour ça. ChatGPT, par exemple, ne résoudra aucun problème d'environnement. C'est fait pour éventuellement remplacer les avocats, c'est fait éventuellement pour permettre aux médecins d'être plus efficaces, etc. C'est pas du tout fait pour... Et du reste, le système digital actuel, il n'est pas du tout fait pour améliorer l'environnement. Mon téléphone, il est fait pour communiquer avec mes proches ou avec des moins proches, ça ne sauve pas spécialement l'environnement, ça. Alors, on pourrait dire, moi si, parce que c'est mon métier, mais globalement, quand les gens se téléphonent, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand les gens regardent un film sur Netflix, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand les gens utilisent un jeu vidéo en ligne, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand ils regardent une vidéo, c'est pas pour sauver l'environnement. Il faut savoir que la vidéo, c'est 75% du trafic Internet. D'accord ? Et là-dedans, vous avez 4 gros compartiments. Le premier, c'est YouTube. Alors, vous avez quelques vidéos pour sauver l'environnement sur YouTube, mais enfin, l'essentiel, c'est pas ça. Enfin, YouTube et consorts, hein, etc. Le deuxième, c'est le porno. Je ne sais pas si ça sauve beaucoup l'environnement. Le troisième, c'est Netflix et les systèmes de streaming. Pareil, je ne sais pas si ça sauve énormément l'environnement. Et le quatrième, c'est toutes les vidéos de petits chats et du petit dernier qui vient d'avoir sa dent, qu'on envoie à la cousine, qu'on n'a strictement rien à faire. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Voilà, c'est ça les... Non, bon, les enfants, les siens sont géniaux, les autres... un peu moins. Donc, voilà, c'est à ça que ça sert. Bon, est-ce que tout ça sauve l'environnement? Bon. Donc, est-ce que l'IA va sauver l'environnement? Pas plus. Pas plus. Est-ce que ça va avoir des effets adverses sur la consommation d'énergie? C'est sûr que oui. Aujourd'hui, vous avez des data centers qui sont envisagés pour les larges modèles de langage, dont la puissance appelée serait de 1 gigawatt. Donc, 1 gigawatt, c'est un gros barrage, une bonne centrale à charbon ou un réacteur nucléaire. C'est ça, 1 gigawatt. Hein. Bon. Juste pour faire tourner un truc qui ferait éventuellement papa-maman et qui vous classe les CV un peu plus vite. Bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Après, j'ai un deuxième problème, moi, avec l'IA, qui est un problème plus philosophique. C'est que les intelligences artificielles, aujourd'hui, en fait, elles ne sont pas intelligentes. C'est des reproductions accélérées. C'est ça que c'est, en fait. La façon dont l'intelligence artificielle apprend, c'est en regardant les enchaînements de cause à effet ou les structurations qui ont lieu partout ailleurs et en reproduisant la même chose. Donc si elle apprend avec des choses qui sont fausses, elle vous recrachera des trucs qui sont faux. Et aujourd'hui, on est en phase de transition où il y a des gens qui ont fait le boulot à la main et il y a des gens qui ont du jugement critique, qui sont capables de contrôler le résultat de l'IA. Mais quand on passera à des lycéens, des collégiens et des étudiants qui auront fait faire tous leurs devoirs par l'IA, ils auront perdu cette capacité de jugement critique parce qu'ils n'auront jamais fait le boulot à la main. Et à ce moment, c'est le début d'une soumission accélérée à quelque chose qui, à mon avis, n'est pas sain à une époque où, précisément, on aurait besoin d'exercer de façon plus forte notre jugement critique sur ce qui est important et ce qui n'est pas. Voilà. Donc ça, c'est le côté un peu plus philosophique qui, moi, m'emmerde énormément, pour utiliser un mot un peu trivial. Et personnellement, je pense que ce genre d'application, on devrait se méfier beaucoup plus de sa diffusion rapide. Alors le problème, c'est que c'est un dialogue domestique américain, d'accord ?
Pardon d'être trivial, mais enfin, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui un concours de quéquettes entre le patron de Google, le patron d'OpenAI, le patron de Meta, et je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui s'emmerdent et qui n'ont pas d'autres problèmes dans la vie que de créer des gadgets. C'est vraiment ça leur problème. Voilà. Et nous, on suit. Voilà. Je pense qu'on pourrait réfléchir un peu plus avant de faire ça. Merci, ça, merci c'est la partie beaucoup. philosophique. Si on revient à la partie énergie, est-ce qu'on arrivera sans le nucléaire à générer suffisamment d'énergie pour faire fonctionner nos sociétés? Alors vous avez vu que même un système dans lequel on avance à marche forcée sur la question des énergies décarbonées est encore un système dans lequel ça ne passe pas pour avoir de la croissance économique perpétuelle. D'accord ? C'est ça que j'ai essayé tout à l'heure. Donc en fait, il y a plusieurs marches à franchir. Et en gros, tout ce qu'on peut rafler sur les énergies décarbonées et sur l'efficacité énergétique, c'est autant qu'on n'aura pas à faire sur les deux autres termes. Donc à chacun de choisir, si on préfère du nucléaire et continuer à avoir quelques industries qui fabriquent de l'acier, un peu de ciment, etc., et, entre guillemets, l'absence de déstabilisation sociale qui va avec, ou du nucléaire et un peu moins d'efforts sur ce que je viens d'évoquer. Mais en gros, ce que beaucoup d'opposants au nucléaire ne sont pas arrivés à comprendre, c'est qu'il y a des risques dans l'objet, c'est-à-dire la centrale, mais il y a beaucoup plus de risques dans le fait de ne pas avoir l'objet. C'est un peu comme les effets secondaires du médicament. Évidemment qu'il y a des effets secondaires pour les médicaments et vous pouvez avoir des effets secondaires très désagréables quand vous prenez un médicament. Mais quand c'est un médicament qui est destiné à vous sauver, en général, le trade-off, il est vite vu. Des gens qui refusent une chimiothérapie ou un traitement par rayon à cause des effets secondaires, c'est quand même pas très fréquent. Donc les effets secondaires sont assez désagréables. En ce qui concerne le nucléaire, les effets secondaires, en l'occurrence, quand on regarde bien, sont vraiment pas désagréables du tout. Si je suis un tout petit peu taquin, il y a une fraction beaucoup plus importante de la population suisse qui est à risque à cause des barrages dans ce pays que de la population suisse qui est à risque à cause des centrales nucléaires européennes, je peux vous le dire. Donc si le barrage de la Grande Dixence rompt, vous avez Sion qui est sous l'eau, ça fait 20 000 morts. Aucune centrale nucléaire, même Tchernobyl, n'a fait ça. Donc, vous avez aujourd'hui un problème d'arbitrage des risques qui n'est pas du tout présent dans la population. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il y a deux travers symétriques qu'il ne faut pas avoir en matière de nucléaire. Le premier, c'est de penser que c'est beaucoup plus risqué que tout le reste. Non, non, je vous assure, le tabac, l'alcool, les accidents de la circulation et les barrages, c'est plus risqué que le nucléaire. Par contre, il ne faut pas non plus penser que d'en faire supprime les efforts partout ailleurs. Oui, il faut en faire, mais il faut aussi passer de la voiture au vélo, passer des grosses voitures aux petites voitures, bien isoler les maisons, baisser la consommation de produits industriels, etc. Il ne faut pas juste dire on va faire des centrales, puis tout le reste, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Voilà, Et par ailleurs, en fonction des lieux et des circonstances, les énergies renouvelables peuvent être plus intéressantes que le nucléaire. Ça dépend où on est. Donc en fait, on a un grand panier dans lequel vous avez les énergies renouvelables et le nucléaire, et en fonction des caractéristiques locales, des savoir-faire, des possibilités géographiques, etc. Vous faites l'un, vous faites l'autre, vous faites les deux. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner, à mon sens. Merci beaucoup. Si on revient à la natalité, vous l'avez mentionné, et puis à l'évolution de la population, les projections qui sont faites par les Nations Unies, elles montrent qu'on va atteindre bientôt un pic en termes de population mondiale, et puis qu'il y aura une baisse importante. Alors, ça vient trop tard. Par rapport à ce que vous avez montré, au graphique que vous avez montré. Comment est-ce qu'on doit construire notre urbanisme et imaginer nos villes avec cette perspective-là? Alors la première question qui se pose pour les villes, c'est tout simplement celle de leur taille. Est-ce que vous savez, j'imagine qu'un certain nombre de gens dans cette salle savent que dans l'ancien temps, Paris s'appelait Lutèce, à l'époque de l'Empire romain. Est-ce que vous savez quelle était la taille de Lutèce en nombre d'habitants? Ça faisait à peu près 10 000 personnes. Pourquoi est-ce que les villes, à l'époque, étaient si petites? Tout simplement parce qu'une des premières choses qu'on a besoin de faire dans une ville, c'est de manger. D'accord ? Vous ne pouvez pas laisser les gens sans manger dans les villes. Et à cette époque-là, pour nourrir une ville, vous étiez tributaire du surplus agricole, je dis bien le surplus parce qu'il fallait que les paysans eux-mêmes se nourrissent,
Enfin, de temps en temps, on les laissait un peu crever de faim, mais il fallait quand même qu'ils se nourrissent. Donc du surplus agricole qui pouvait être dégagé dans la surface qui était accessible à quelques jours de temps de transport de la ville. D'accord, donc vous preniez en gros, vous prenez un disque là dont le rayon c'est quelques jours de temps de transport, et vous regardez le surplus agricole qui peut être dégagé à l'intérieur de ce disque, et ça vous dimensionnait la taille de la ville. Alors, au moment de la Révolution française, à la fin de Paris faisait déjà, enfin un peu après, en 1800, Paris faisait déjà 200 000 habitants, ou à peu près, parce qu'à cette époque-là, en fait, on pouvait drainer de la production agricole des très riches plaines fertiles de la Beauce, de la Picardie, etc., avec tout un système de canaux. Donc là, on pouvait amener beaucoup. Et la seule ville de l'Antiquité qui était un peu grosse, c'était Rome, avec 1 million d'habitants, parce que là, César avait trouvé un moyen très simple. Il allait drainer tout le blé égyptien qu'il pouvait drainer, parce que l'Égypte, c'est un grand champ de blé qui est jamais à moins de 30 km du fleuve, puisque c'est les bords du Nil, et avec des barques, avec des bateaux, on pouvait acheminer les céréales jusqu'à Rome, et là, c'était pas quelques jours de temps de transport, c'était beaucoup plus, parce qu'une fois qu'ils étaient sur le bateau et au sec, ça pouvait voyager loin. Mais c'était la seule exception, d'accord ? Il n'y avait pas d'exception dans le... Voilà. Et pendant longtemps, Paris a été la plus grande ville européenne, mais limitée à 200-300 000 personnes. Là-dessus arrive la mondialisation et les moyens de transport faciles. Vous pouvez nourrir une ville de 10, 20, 30, 40, 50 millions d'habitants à quelques jours de temps de transport, puisque quelques jours de temps de transport, c'est la planète entière. Et puis par ailleurs, grâce aux énergies fossiles, on a multiplié par 5 la production à l'hectare dans plein de pays occidentaux. Donc il n'y a pas de problème aujourd'hui. Alors même que la superficie cultivable par personne a considérablement baissé. Elle a été divisée par 3 en gros en l'espace de 50 ans. Qu'est-ce qui se passe dans un monde à l'énergie rare ? La première question qu'il faut se poser, c'est il y aura de la nourriture pour combien de personnes dans les villes ? Et je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, ce que je sais, c'est que planifier l'urbanisme dans une ville, c'est normalement pas pour la semaine prochaine. Modifier une ville, le pas de temps pertinent, c'est qu'on est quand même plutôt du côté du siècle. Voilà. Donc, la question se pose de savoir quelle planification urbaine on fait à des horizons de temps longs, dans un contexte dans lequel on ne sait pas si on aura la nécessité ou pas d'avoir plus de monde en ville. Alors, je reprends. Alors, Genève, encore une fois, est un peu une exception, puisque c'est le siège de très nombreuses organisations internationales, c'est le siège d'une bonne partie du négoce mondial, c'est le siège d'une bonne partie de la finance mondiale, etc. Combien de temps est-ce que tout ça dure dans un monde à l'énergie fossile décroissante ? Je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est un cas très particulier. On prendrait d'autres villes en Europe, je ne vous ferai pas du tout le même genre de réponse, parce que si je prends les grandes capitales européennes, si je prends les grandes Valence, Madrid, je sais pas quoi, Marseille, tout ça, là, on ne peut pas du tout prendre le même Genève et one of a kind, quoi. C'est vraiment une ville très, très particulière de ce point de vue. Mais mais voilà, il y a quand même un sujet qui se pose, et à mon avis, aux horizons de temps longs, c'est ça la question. Alors vous, évidemment, votre horizon de temps il est plus court, parce que le système électoral, il n'est pas au siècle, des échéances un peu plus rapides. Et dans cet horizon de temps plus court, et avec une population qui sait ce qu'elle sait, vous devez composer sur la façon d'essayer d'arbitrer de telle sorte qu'on ne se mette pas trop dans des impasses qu'on pourrait regretter dans longtemps, tout en se mettant pas trop dans un mécontentement qui pourrait vous coûter votre poste à court terme. Voilà. Et c'est un exercice compliqué. La seule chose dont je suis sûr qu'elle améliore le dialogue, c'est d'améliorer la compréhension de la situation par les gens qui sont concernés. Voilà, ça, je pense que ça ne peut pas faire de mal. Une fois que j'ai dit ça, je ne vous ai quand même pas donné une grosse partie de la solution. Merci quand même. Vous avez montré aussi une augmentation exponentielle, si elle n'est pas linéaire, de l'énergie qui est utilisée sur la planète. Il y a une question de sobriété. Est-ce qu'on arrive à faire la même chose avec moins ? Alors oui, on peut, mais la sobriété est récessive. Alors, je vais d'abord vous donner ma nomenclature des économies d'énergie. Vous avez 3 manières d'économiser de l'énergie. La première, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. Alors l'efficacité, c'est que vous avez toujours les mêmes services qu'avant, vous avez le même frigo qu'avant, il a la même contenance qu'avant, il refroidit à la même température qu'avant, juste il consomme moins d'énergie. Moins d'énergie pour être fabriqué, moins d'énergie pour fonctionner. Ça, c'est de l'efficacité. Ça ne prive pas le consommateur, c'est les ingénieurs qui font le boulot. Vous avez une deuxième manière de faire des économies d'énergie, c'est la sobriété. Alors la sobriété, c'est vous qui décidez d'avoir un frigo plus petit. D'accord ? Vous venez de divorcer, vous avez moins de bouffe.
Donc vous avez un divorcé, ça coûte plein d'énergie en fait. Bah oui, il faut doubler les logements, il faut doubler la fabrication des tables, des chaises, du lit, etc. Et il faut rajouter des déplacements pour les gosses. Donc, il y a des gens qui ont fait le calcul, plus 60% d'énergie. Donc la sobriété, vous avez besoin vous mettez un frigo plus petit, etc. L'exemple typique de la sobriété, c'est vous arrêtez de circuler en voiture et vous prenez un vélo électrique. Enfin voilà, vous allez déplacer moins de matière, donc on en utilise moins d'énergie, etc. Là, beaucoup moins d'énergie. Donc la sobriété, c'est tout ça. Vous avez moins de services, mais vous l'avez choisi. C'est désiré. Et la troisième manière d'économiser de l'énergie, c'est exactement la même chose physiquement que la sobriété, mais vous ne l'avez pas choisi, c'est juste que vous ne pouvez plus, et ça s'appelle la pauvreté. D'accord ? Donc il y a 3 manières d'économiser de l'énergie. L'efficacité, ça ne touche pas à votre comportement à vous, les ingénieurs font le boulot. Et il y en a 2 qui touchent à votre comportement. 1, vous le choisissez, la sobriété. 2, vous le subissez, la pauvreté. Et comme dans un contexte dans lequel un jour ou l'autre l'approvisionnement énergétique fossile baisse, vous m'avez compris, tout ce qui ne sera pas fait par les ingénieurs en termes d'efficacité et tout ce qui ne sera pas fait délibérément par la population en termes de sobriété sera fait par la pauvreté. Et comme la pauvreté, c'est un truc que vous n'avez pas choisi, ça a des conséquences politiques. Fatalement. Et c'est ce qu'on est déjà en train d'observer en Europe, puisque je vous ai dit que l'Europe était déjà en décrue énergétique subie depuis 2007. Et comme on n'organise pas la sobriété, on se retrouve avec de la pauvreté. En France, par exemple, le revenu disponible des ménages n'augmente plus depuis 2010. Il n'augmente plus, enfin, quasiment pas. On a une fraction croissante de la population qui se retrouve dans des situations dites de pauvreté. Et c'est très exactement la conséquence de ce que je viens... c'est pour partie la conséquence de ce que je viens d'évoquer. Alors la sobriété, c'est beaucoup mieux parce qu'on le choisit, mais ça a une conséquence. Si vous choisissez d'arrêter de rouler à vélo, en voiture, pour rouler à vélo, ce n'est pas vraiment le même prix. Ce qui veut dire que les revenus que vous avez versés aux gens qui fabriquent les vélos sont considérablement inférieurs que les revenus que vous avez versés aux gens qui fabriquent des voitures. Donc vous avez un problème à l'amont, qui est que la taille économique du secteur qui vous fournit vos moyens de transport diminue. Et donc, le problème de la sobriété, c'est que c'est récessif. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas mis en œuvre à large échelle aujourd'hui. Parce que, par ailleurs, il y a des tas de domaines dans lesquels ça ne serait pas très compliqué en termes de confort de vie à mettre en œuvre. D'accord ? Pas compliqué. Et puis, si on doit changer les codes sociaux de telle sorte qu'avoir le dernier frigo américain, dernier cri qui vous fait les glaçons dont vous servez... aller chercher les glaçons dans le bac à congélation, c'est quand même pas très compliqué. Il y a plein de domaines. Aujourd'hui, on est dans une société d'une abondance tellement folle quand on regarde par rapport, encore une fois, à ce qu'était la vie du paysan d'il y a 2 siècles, qu'il y a plein de domaines dans lesquels, si collectivement c'était ça le discours tenu, on pourrait faire plein de trucs, ce ne serait pas très compliqué. Mais, encore une fois, économiquement, c'est récessif, et c'est ça la limite majeure aujourd'hui dans le système qui est le nôtre, qui est que, en période de décroissance, on a des budgets qui ne bouclent pas, on a des systèmes de prestations sociales qui ne bouclent pas, enfin voilà, on a tout un tas de trucs pour lesquels on n'a pas le mode d'emploi, quoi. Pas facile. Merci beaucoup. Alors cette baisse d'énergie, elle signifie aussi moins de transport, et donc finalement, elle engage à avoir plutôt une économie circulaire. Alors, elle signifie moins de transport, mais il faut bien voir que l'économie circulaire aujourd'hui, en France comme en Suisse, elle est impossible à imaginer. Parce que pour recycler votre veste, pour faire d'autres vestes, là, avec juste des travailleurs suisses, ça va être compliqué. En Suisse, vous avez, sauf erreur de ma part, j'allais dire pas une seule mine. Vous avez peut-être quelques mines, mais enfin, des mines en activité, il devrait y en avoir beaucoup, des mines métalliques. En France, il n'y en a quasiment plus. Ce qui veut dire que vous n'avez pas un objet contenant 1 gramme de métal dans ce pays qui n'est pas aujourd'hui besoin des autres pays. D'accord ? Donc l'économie circulaire, au sens de on va faire les choses localement, c'est juste impossible avec les objets qu'on fabrique et qu'on utilise aujourd'hui. C'est juste impossible. Il faut totalement changer la conception des objets, la conception des processus de fabrication. Enfin, c'est un autre monde. C'est un autre monde. On n'a pas idée. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut aller vers cet état-là en 3 jours. De toute façon, c'est juste impossible. Mais graduellement, effectivement, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Alors, il y a des choses qu'on peut faire pour éviter d'aggraver le problème. Je parlais tout à l'heure de l'électronique.
dans le domaine de l'électronique, on pourrait au moins éviter d'aggraver le problème en n'ayant pas d'obsolescence programmée. Alors l'obsolescence programmée, c'est le nouveau modèle de Word qui vous oblige à acheter le nouveau modèle d'ordinateur, etc. Ça, c'est de l'obsolescence programmée. C'est les appareils électroniques que vous achetez où il y a un composant électronique qui va tomber en panne au bout de juste après, la semaine d'après, où la garantie s'arrête, etc., etc. Tout ça, ça serait assez facile de réglementer ça de façon plus méchante, de telle sorte que ça arrive moins. Alors évidemment, ça sera récessif pour les secteurs producteurs, hein, mais on pourrait avoir... Mais c'est une économie de ressources. Parce que si on remplace les ordinateurs tous les 10 ans au lieu de remplacer tous les 3 ans, c'est quand même une économie de ressources. Donc il y a un certain nombre de domaines dans lesquels c'est facile de l'améliorer, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rêver d'un monde. Donc on peut rêver d'un monde dans lequel on organise la décroissance d'un certain nombre de flux physiques parce qu'on pense que le monde comme ça sera plus résilient et plus stable. Mais on ne peut pas envisager la diminution totale. Et puis si on remonte à très longtemps, en fait, de la mondialisation, il y en a toujours eu, mais pour des petites fractions de l'économie. À l'époque de Marco Polo, il y avait déjà de la mondialisation pour les soieries, les pierres précieuses, les épices, et qu'est-ce que je sais. Donc il y avait quand même quelques petits trucs qui étaient mondialisés. Mais ce n'était pas du tout dans les proportions qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que ça serait pertinent d'organiser une forme de démondialisation, histoire d'augmenter un peu la résilience du système, qui aujourd'hui est faible. Le système est très performant, mais il n'est pas très résilient. Merci beaucoup. On va arriver au bout de cette discussion. Deux dernières questions. La première, est-ce que vous avez calculé un objectif cible de quantité de CO2 que chaque individu devrait générer? Alors on est sur une trajectoire dans laquelle un jour ou l'autre, on doit arriver à 0 en termes d'émissions. Donc l'objectif cible pour les individus, un jour ou l'autre, c'est 0. Bon. Tout ça à cause du fait que, comme je le disais tout à l'heure, le dioxyde de carbone étant un oxyde, il n'a pas de processus spontané d'épuration dans l'atmosphère. Donc si on veut que l'atmosphère arrête d'augmenter la quantité de CO2 qu'elle contient, il faut juste arrêter d'en mettre dans l'atmosphère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc un jour, l'objectif cible, c'est 0. Si on prend des objectifs intermédiaires, je vous en ai donné un tout à l'heure, il faut diviser les émissions planétaires par 3 d'ici à 2050, et ça veut dire en gros que dans un pays comme la Suisse ou comme la France, il faut descendre d'ici à 2050, c'est-à-dire dans 25 ans, c'est-à-dire d'ici à ce que vos enfants aient votre âge, hein, si vous avez eu vos enfants jeunes, sinon c'est avant, eh bien il faut descendre à un état dans lequel l'empreinte carbone par personne passe à 2 ou 3 tonnes. Sachant qu'aujourd'hui en Suisse, elle est aux alentours de 15. Voilà. C'est ça. Eh oui. On n'est pas en train de parler de quelque chose d'anecdotique. Et j'insiste, qu'est-ce qui se passe si on dit qu'on ne veut pas? Eh bien, une partie de l'effort va s'appliquer quand même de façon involontaire. Voilà, encore une fois, avec les déstabilisations sociales et politiques qui iront avec le fait que les espoirs soient déçus. Et l'histoire nous a enseigné que ça peut nous emmener loin. Merci beaucoup. On arrive à la dernière question, alors plus générale. On n'a pas parlé de transport aérien. Alors on peut se dire, oui, le transport aérien en soi serait compliqué, en tout cas avec les technologies actuelles, de pouvoir continuer à le maintenir sans énergie fossile. Mais le transport aérien, c'est aussi un échange de culture. C'est aussi, à Genève, c'est extrêmement important avec tous ces ambassadeurs ou fonctionnaires internationaux qui viennent du monde entier pour discuter, pour essayer d'avoir une vision plus globale de notre société et de notre planète. On peut s'en passer ? Alors aujourd'hui, le transport aérien, c'est à peu près 2% des émissions planétaires si on tient compte juste du CO2, et c'est 4% si on tient compte aussi des autres effets liés au fait que les avions dégagent de la vapeur d'eau à très haute altitude. Et du reste, vous le voyez, si vous vous baladez dans la montagne suisse, le ciel est facilement constellé de traînées d'avions, parce que c'est un croisement de route aérienne au-dessus des Alpes. C'est là qu'on fait passer les avions, parce que s'ils se cassent la gueule, ça tue personne. Ou éventuellement une vache. Bon. Non mais sérieux, hein, il y a toujours une quantité considérable de traînées de condensation au-dessus de la montagne. Alors ces traînées de condensation, elles accroissent le réchauffement. Donc si on tient compte de ces traînées, l'avion, c'est pas 2, c'est 4%. Ramené à l'individu, quand vous faites un Paris, ou un Genève-New York, par exemple, ce qui fait à peu près 6000 km, vous allez consommer une grosse baignoire de pétrole. Pour l'aller-retour, vous allez consommer à peu près 400 litres de carburant. Ce qui fait quand même pas mal, et vous allez émettre en CO2 pur 1,2 tonnes, et si je rajoute les effets induits, 2,5. Vous voyez ?
Donc pour un Français qui est à 10 tonnes par an, ça fait un quart de son empreinte carbone tout de suite. Pour un Suisse qui est à 15, ça vous fait quand même un sixième de son empreinte carbone, c'est pas complètement négligeable. Donc dans un monde... alors par ailleurs, à quoi sert l'avion ? 30% des déplacements sont des déplacements professionnels, donc les fonctionnaires, etc. 70% sont des déplacements pas professionnels. D'accord ? C'est les Suisses qui partent faire du surf aux Philippines, j'en connais, ou qui partent se balader un peu partout, à droite et à gauche dans le monde, j'en connais. Donc, vous avez ce phénomène-là qui est un phénomène bien réel. Est-ce que c'est vraiment pour l'échange de culture ? Bon, quand vous allez passer une semaine en village vacances à l'étranger, pas jusqu'où on peut considérer que c'est un échange de culture. Et quand vous allez passer 3 jours à Rome, je ne sais pas si on peut considérer que c'est vraiment un échange de culture, mais peu importe. Est-ce qu'il y a des alternatives simples dans un monde sans combustible fossile ? La réponse est non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le pétrole, c'est 12 kWh d'énergie par kilo, et que c'est juste, et par ailleurs, c'est 10 kWh d'énergie par litre. Et ça, c'est imbattable dans toutes les énergies qu'on connaît. L'hydrogène, qui est à 33 kWh par kilo, donc c'est mieux que le pétrole. Par contre, en termes d'énergie par unité de volume, c'est monstrueux. D'accord ? Donc dans une fusée où le problème c'est de s'échapper contre la gravité, le poids du carburant c'est le premier critère, donc on s'en fout de faire une fusée très volumineuse, c'est pas gênant, d'accord ? Par contre, dans un avion, si vous avez essentiellement un réservoir volant avec 3 sièges passagers, c'est pas terrible. Donc l'hydrogène, et en plus il y a des tas de problèmes logistiques qui sont liés à ça, etc. L'hydrogène, vous ne le verrez jamais dans des vols commerciaux de façon significative. On va faire 3 avions pour s'amuser, mais ça ira jamais plus loin. L'avion électrique, vous ne le verrez jamais au-delà des avions d'aéroclub et des drones, jamais, parce que dans 1 kg de batterie, donc dans 1 kg de pétrole, vous avez 12 kWh, 12 000 Wh. Dans une batterie, dans 1 kg de batterie, vous avez 200 Wh. 12 000 d'un côté, 200 de l'autre. Vous avez 60 fois plus d'énergie par unité de masse dans le pétrole que dans la batterie. Donc vous oubliez les avions à batterie, ça ne vous fera jamais un vol transatlantique, ça ne vous fera même jamais un vol européen. Donc l'aviation commerciale est née avec le pétrole, et mon pronostic, c'est qu'elle mourra... Alors c'est pareil, vous pouvez faire des calculs d'ordre de grandeur sur les carburants d'origine durable obtenus avec de la biomasse et de l'électricité, etc. Actuellement, vous avez une règle dans l'Union européenne d'incorporation de carburants d'origine durable dans le carburant aérien. Vous pouvez, alors ces carburants d'origine durable, c'est soit des produits végétaux pas valorisables en alimentation, des graisses usagées, des je sais pas quoi, etc. Mais enfin, si les gens arrêtent d'aller bouffer des frites au McDo, vous allez avoir un problème. Et par ailleurs, ce qui serait un autre sujet pour la santé, par ailleurs, vous avez la possibilité de faire des carburants de synthèse avec de l'électricité, du carbone issu du CO2 capté à la sortie des cheminées et de l'hydrogène qu'on obtiendrait par électrolyse de l'eau. Et alors là, le calcul d'ordre de grandeur, c'est que pour 1% de carburant utilisé en Europe, substitué par ce genre de truc, vous avez besoin de 1% de l'électricité européenne. Donc pour substituer 100% du carburant qu'on utilise aujourd'hui pour les avions qui décollent d'Europe, avec ce qu'on appelle des e-fuels, ces carburants de synthèse, là, vous auriez besoin de 100% de l'électricité européenne. Donc beaucoup de centrales nucléaires. Donc on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Donc l'aviation commerciale est née avec le pétrole, et mon sentiment, c'est qu'elle mourra avec le pétrole. Voilà, il subsistera quand il n'y aura plus de pétrole. Quand la décrue du pétrole va être très forte, il va y avoir un vrai arbitrage entre les bagnoles des pauvres et les avions des riches. Parce que c'est surtout les riches qui prennent l'avion. D'accord ? La moitié des vols aériens sont assurés par les 2 derniers déciles de revenus. Donc, voilà, donc mais il n'y aura pas de miracle. Je veux dire. Donc, il faut effectivement aussi imaginer un monde avec moins d'avions. Alors, on a vu pendant le Covid ce que ça pouvait donner. Il y a eu un petit avant-goût. Alors, ce n'est pas nécessairement pour l'année prochaine, mais à l'horizon de temps des aménagements aéroportuaires, c'est une question qui se pose déjà. Donc, on aura du foncier. Donc, vous aurez du foncier, enfin, sauf que... Vous aurez surtout du foncier à proximité de l'aéroport, parce que j'imagine qu'il y a des zones qui ne sont pas constructibles à cause des nuisances. Voilà. Sauf que dans un monde avec beaucoup moins d'avions, je ne sais pas quel sera toujours le degré de mondialisation de l'économie genevoise. Donc il y aura peut-être du foncier et moins d'acheteurs, donc encore moins de problèmes. Merci, on va s'arrêter ici. Je vous remercie infiniment.
Merci à vous tous, merci aux questions qui ont été retranscrites. Alors on n'a pas réussi à tout couvrir, mais une très grande partie. Et puis on a, alors c'est local, du chocolat avec du cacao produit localement. Et du vin, alors là c'est purement... Le verre peut-être pas, mais le vin sûrement. Merci infiniment et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et merci encore pour vos questions et à bientôt j'espère. Merci.